Dans le podcast de cette semaine, on discute avec Henri Kermarrec de son ouvrage « Ce n'est qu'un jeu » qui sort le 31 octobre prochain. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une nouvelle émission, une nouvelle interview un petit peu spéciale. Alors, déjà, c'est quelqu'un que vous avez déjà entendu dans ce podcast. C'est Henri Kermarrec. Salut Henri. Salut. Et on va pas parler de ton parcours, de tes jeux, de tes projets. En fait, on va parler d'un truc très particulier. On va parler du jeu. Non, du livre. On va parler d'un livre, pas de jeu. Incroyable. On va parler d'un livre qui parle de jeu. Ouh là là, mais vous sortez un livre, monsieur Kermarrec, mais quelle idée! Mais oui, quelle idée, mais c'est peut-être... Mais qui va en parler? Qui va le vendre? Mais qui va le lire, c'est la question. Eh ben les gens comme moi, parce que Peut-être. J'avoue que tu m'as envoyé une première version, puis une deuxième version que j'ai lue, mais qui n'était pas du tout le livre, le lapsus, hein, qui n'était pas le livre final. En tout cas, je l'ai lu sur feuillet A4. Tout à fait. Alors que maintenant, il est sous la forme d'un beau livre. Enfin, d'un vrai livre. Voilà, c'est ça. Alors, on enregistre très tôt cette émission. On est à Vichy, donc on est en septembre. Le livre n'est pas sorti. Il sort le 31 octobre. C'est exactement ça. Et le titre du livre, c'est « Ce n'est qu'un jeu ». C'est ça, exactement. Avec le sous-titre « Usage politique du jeu de société » au pluriel. Donc voilà, usage politique, vous êtes prévenu sur le contenu. Voilà. Moi, j'aurais voulu que ça s'appelle « Ceci n'est pas un jeu », un peu à la « Ceci n'est pas une pipe de Magritte », mais j'imagine qu'il y a une référence. Ce n'est qu'un jeu. Bah, la référence, c'est l'expression que tout le monde emploie, en fait. C'est juste ça, quoi. C'est reprendre un proverbe, enfin une formule qui est finalement très acceptée par tous, qu'on sort tous souvent, tout le temps, parfois, enfin qui a été prononcée de nombreuses fois. Pour dédramatiser ou mettre de la distance ou... En fait, pour définir le jeu, pour le définir selon des termes finalement vraiment flous, très vagues, et qui finalement englobe plein de choses, et c'est ce que j'essaie de détailler dans le livre, que cette formule seule, qui est très expéditive, englobe plein de choses et dit beaucoup de choses de la façon dont on voit le jeu à notre époque, ouais, c'est ça. Ok, alors on va rentrer dans le détail parce que l'idée c'est vraiment de faire une interview focus sur ton livre. Ouais. On va pas revenir sur ton parcours, on renvoie à l'émission précédente dans laquelle je t'avais interviewé où tu expliquais un petit peu ton parcours. Ouais. On peut redire rapidement donc, que tu es auteur de jeux, tu es graphiste. Oui. Tu as été président de la SAGE, oui, donc la Société des auteurs de jeux. C'est ça, et cofondateur. Enfin, j'y suis resté présent pendant 3, 4, 5 ans, je ne sais plus. Tu es un ancien membre du prix du prix Lizzie-Magie, ouais. Voilà, du Tout à fait, ouais. J'ai fait partie du premier jury Lizzie-Magie. J'y suis resté pendant, pareil, 2 ou 3 ans, de mémoire, voilà. Et voilà, donc je suis effectivement auteur de jeux depuis... Et tu es co-auteur du manifeste métallique. Aussi, oui, tout à fait. Il faut en parler parce que ça résonne beaucoup avec ton ouvrage quand même. Ouais, clairement. Mais parce que, oui, mais on va en parler, mais en fait, on parle maintenant. En fait, ça se rejoint sur beaucoup d'éléments. Bien sûr, évidemment. C'est pas deux choses qui sont hermétiques. Hein. Il y a des passerelles en fait dans ce que vous vouliez dire dans le manifeste métalludique. Et ce que tu vas reprendre aussi dans ton livre. Exactement, ouais. Le propos qui est dans le manifeste métalludique, en fait, c'est des réflexions qui ont essaimé ailleurs, partout. Parce que si on dit ça, on pourrait penser qu'il y a moi dans le manifeste et le livre, et en fait, il n'y a pas que moi. Enfin, dans le livre, il n'y a que moi, mais dans le manifeste, il y a d'autres gens. Il y a Julien Protière, Juan Rodriguez, Inès Largeau, Tony Sio, plein d'autres gens. Enfin, je ne les ai pas tous listés là, mais peu importe. Il y a plein d'autres gens. Ce que je veux dire, c'est que... le fait que le manifeste métalludique a été publié à Cannes 2025, il y a 6 mois à peu près, en fait, il y a quelque chose qui se passe au niveau... il y a un mouvement de fond, c'est ça que je veux dire. Entre le manifeste, entre le fait que moi, parce que moi, le livre, je l'ai écrit toute l'année dernière, en 2024. Par ailleurs, aux États-Unis, on peut voir des vidéos d'Amabel Holland ou... le livre d'Amabel Holland qui a été publié. On a beaucoup parlé dans ce podcast. Dont tu as parlé aussi, qui a des propos qui font écho à ce que je dis dans le livre, à ce qu'on a dit dans le manifeste, etc. Il me semble que tout ça... Ouais. Mais tu fais aussi référence, on verra après, mais il y a beaucoup d'autres ouvrages, beaucoup bien antérieurs, de Mary Flanagan notamment. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, faire le parallèle entre le bouquin et le manifeste, c'est évident, il est là, parce que je suis impliqué dans les deux, mais je ne suis pas le seul impliqué dans le manifeste. Mais pour moi, c'est quelque chose, c'est un mouvement, c'est des sujets qui
actuellement sont vivaces et pertinents dans le jeu de société, dans le jeu d'édition contemporain, vraiment maintenant, on va dire ces 2 dernières années, voilà. Ce qui est important de voir, de comprendre, c'est que c'est quelque chose qui est peut-être vivace maintenant, nous, dans le jeu d'édition maintenant, en francophonie, ok. Faut voir que c'est quelque chose qui a été dit déjà il y a une 15aine d'années dans le jeu vidéo. Voilà. Donc, tu veux dire qu'on est un peu en retard ? Complètement en retard. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Non, mais bien sûr. Mais peut-être parce qu'on n'a pas encore ni la maturité, et même la maturité économique, en fait, on représente pas grand-chose, hein, peut-être dans le jeu de société, qui fait que c'est facile de pas se poser la question quand on n'est pas important. Alors peut-être c'est lié à ça. La question de savoir si le petit côté qu'on est un peu sur le côté dans le jeu de société par rapport à d'autres médias fait que c'est tellement facile du coup de pas se poser la question parce qu'on n'est pas tellement concerné, parce qu'on n'est pas au cœur de. Ouais, parce qu'on a moins de poids, quoi. Ouais, on a moins de poids, donc en fait on peut se permettre encore d'être dans des vieux patterns. Ouais, ça a du sens dans le sens où le jeu vidéo, on sait qu'il dépasse le chiffre d'affaires du cinéma à l'année, donc c'est énorme. Donc peut-être le jeu vidéo s'est posé la question plus tôt que nous. Mais je pense aussi... Enfin, en vrai, j'ai pas de bonne raison pour ça. Je pense juste que le jeu vidéo, à mon avis, a évolué plus vite. Et que par ailleurs, il y a une autre évolution dans le jeu vidéo qui est celle des Game Studies. Les Game Studies, qui sont les études universitaires, qui ont été menées par des chercheurs qui sont souvent à la fois game designers, qui, depuis le début des années 2000, essayent de théoriser, d'intellectualiser le jeu, osons le mot, en fait, et de le voir autrement. Et donc, du coup, ça arrivait beaucoup plus tôt chez eux que chez nous, en fait. Oui. Et c'est vrai que souvent dans les Game Studies, le sujet d'étude, c'est plus le jeu vidéo. Ouais. Et ce qui fait qu'on a beaucoup plus de littérature, même si elle est transposable aux jeux de société. Souvent, ouais. On a plus de littérature qui est vraiment... dédiée aux jeux vidéo. Ouais, dédiée aux jeux vidéo. Ouais, clairement, ouais. Clairement, et pour autant, il y a des ouvrages comme celui dont je cite souvent dans le livre, mais celui Critical Play de Mary Flanagan, qui est pour moi un ouvrage fondateur, qui a été publié, je crois, en 2009, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est fondateur dans le sens où elle, c'est une game designeuse de jeux vidéo, et pourtant, dans son livre, elle parle énormément de jeux de société. Elle est aussi autrice de jeux de société. Hein. Alors, ouais, pas de jeux d'édition, étrangement. Bah si, elle a fait Phantom Inc. Ah oui, c'est vrai, pardon, t'as raison. Non, mais je veux dire, à part celui-là... un truc sur Mary Flanagan, je peux me le raconter. Vrai, t'as raison. Non, mais je veux dire, à part ça, je veux dire, c'est pas une autrice que l'on connaît dans le jeu d'édition. Tu vois ce que je veux dire ? Je te taquine. Ouais, mais t'as raison, ma culture a ses limites. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est des problématiques, c'est des sujets qui ont été portés beaucoup plus dans le jeu vidéo, aussi parce que les Game Studies, quand c'est des sujets d'universitaires, souvent c'est... Comment dire, il y a des budgets qui soutiennent ce genre de recherche, et les budgets, ils sont dédiés à des trucs qui sont porteurs, et donc le jeu vidéo est beaucoup plus porteur que le jeu de société. Après, c'est peut-être aussi lié à la façon dont on étudie les choses dans les milieux plutôt anglophones versus chez nous. Chez nous, on a une université qui est beaucoup plus organisée en termes de matière. Eux, ils vont plus étudier une thématique sous l'angle de toutes les matières qui peuvent là. Donc, quand on dit Game Studies, ils vont avoir une approche historique, sociologique. Hyper interdisciplinaire, ouais. Voilà, interdisciplinaire. Que chez nous, on est beaucoup plus encore marqué par le fait d'utiliser. On va étudier l'histoire, machin. Et ce qui est. Enfin, machin, pardon pour machin. On va étudier l'histoire, la philosophie, la sociologie. Ouais. Alors, et c'est vrai que par exemple, à l'université. Alors, je ne sais jamais le nom, mais moi, je vais l'appeler Paris 13 Villetaneuse parce que c'était. La fac où étaient mes parents. Université Sorbonne Paris-Nord. Oui, mais moi je vais dire Paris 13 Villetaneuse pour mes parents, et donc ils ont fait leurs études là-bas, où il y a l'UFR de Sciences du jeu de Vincent Berry. Et pour le coup, et de Vincent Zaban. Voilà, exactement. Et eux qui ont peut-être une approche un peu plus justement. Elle est complètement interdisciplinaire. Ouais, complètement. Ouais. Où ils ont cette approche-là, mais sinon c'est vrai que nous on n'est pas habitués à ça peut-être dans notre cursus universitaire. Alors, je connais mal le milieu universitaire francophone. Non, mais c'est pour dire que... Mais par rapport au jeu, en tout cas... Le fait d'avoir cette vision, une vision très englobante et interdisciplinaire, et d'envisager le jeu sous plusieurs prismes, et pas... Parce qu'en fait, sinon, il n'y a pas de ludologie. En fait, on n'étudie pas la ludologie en France. Non, très peu. Et je pense que c'est surtout ça le point. Je pense que c'est vrai ça. C'est surtout que, à part, effectivement, Villetaneuse, Sorbonne Paris-Nord, qui a un cursus de sciences du jeu. Il y a la filière Paul Valéry à Montpellier, qui a une filière jeux vidéo qui est très active là-dessus. Je crois qu'il y a un cursus de ludopédagogie à Lille, etc. Mais il y a très peu, finalement, de cursus universitaire autour du jeu au sens large. Le jeu n'est pas un objet d'étude très valorisé, privilégié en France, alors qu'en anglophonie, que ce soit en Angleterre ou en Amérique, c'est beaucoup plus le cas.
Et c'est pas rare de voir des game designers qui deviennent chercheurs et ou l'inverse. Donc, ouais, c'est un objet d'étude. Des game designers qui sont du coup intervenants en fait dans des facs et qui vont... Non, qui sont professeurs même. Et qui par ailleurs ont une activité professionnelle réelle. Enfin, je veux dire qu'ils sont les deux en fait, tu vois. Ok. Comme moi je le suis aussi. Enfin, tu vois. Quand je suis allée à la Gen Con, je suis tombée sur le stand des... Bon, j'avais repéré avant, mais de l'Université du Michigan. Ok. Qui a un cursus donc en game autour design. Du jeu, ouais. Voilà, exactement, et qui édite des jeux et qui fait des financements participatifs et tout. Donc j'ai acheté un de leurs jeux, j'ai financé un de leurs jeux et tout. Donc je te montrerai ça à l'occasion. Mais ce qui est un truc qui est un peu impensable, je pense, en France. Ouais, parce que effectivement, les game studies, qui sont majoritairement, je vais dire une bêtise, mais qui sont très anglophones. Je pense que ça vient du fait que le jeu est un sujet d'étude vraiment légitime chez eux depuis plus longtemps que chez nous. Ok. Même si on peut trouver des livres comme ceux de Kaiwa, Huizinga, etc., qui sont traduits depuis longtemps, c'est un objet d'étude légitime, en tout cas dans les universités, qui est pas tant que ça, qui n'est pas très répandu en France, ça c'est certain. Ok. Mais c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai écrit le livre, ce livre-là. C'est parce qu'en fait, moi, je me suis nourri, j'ai découvert ces game studies, ces livres de Mary Flanagan, entre autres, dont on a parlé, de Yann Bogos, de tas d'autres gens, de Miguel Sicart, en découvrant les game studies et au-delà des game studies, qui restent parfois très centrés sur le game design, mais pas que finalement, qui entrevoient le jeu. Qui sont un peu qui vont à des degrés un peu au-dessus. Oui, clairement. Mais c'est-à-dire on est plus dans de la méta, en fait. En fait, si c'est une approche du jeu qui est celle qu'on l'a souhaité dans le manifeste ou quoi, qui est une approche du jeu qui est beaucoup plus sociétale, en tant que média, en tant qu'objet culturel, clairement, là, pour le coup, c'est pas un terme usurpé, voilà, qui entrevoit le jeu comme un média dans une époque, dans une histoire, etc. Alors que, en tout cas, dans le jeu d'édition, c'est une certitude. C'est entrevu que comme un divertissement, un loisir, etc. Et en tout cas, ça n'a pas fait son chemin dans les universités. Il se trouve que, en anglophonie, ça l'a plus fait. Et du coup, les productions, les publications sérieuses et intéressantes à ce sujet viennent majoritairement des anglophones. Du monde anglophone. Ouais, clairement. Ouais. Bah oui, de toute façon, on le voit quand on s'intéresse à ce sujet, on a beaucoup plus de ressources. Et effectivement, on est un peu obligé d'aller lire en anglais. Ouais, si on veut et en plus, ce sont des ouvrages non traduits souvent. Souvent, ouais, parce que c'est des ouvrages de niche. C'est des trucs qui vont parler même pas seulement aux passionnés de jeux de société. En plus, ça parle. En fait, même les passionnés de jeux de société, ça peut les ennuyer. ça augure bien de mon livre, je veux dire. Ils ne veulent pas savoir ça en fait, parfois. Alors ça, c'est un sujet dont on va parler, mais on parlera de la façon dont on conserve. Du conservatisme ludique, on va en parler un moment. Exactement. Ton livre, donc, c'est Ce n'est qu'un jeu. Ouais. Aux éditions du Commun, qui est un éditeur rennais engagé, qui publie depuis de nombreuses années des publications sur tout type de sujets. Il est dans toutes les bonnes librairies, vous pouvez le commander à votre livre évidemment, et il est distribué chez Néoludis, par Néoludis, donc théoriquement vous pouvez le trouver chez les ludicaires, et s'ils n'ont pas commandé, vous pouvez leur demander de le commander. Voilà. Donc l'idée, tu dis t'ont contacté, mais parce que, alors, on peut le dire, toi, t'as fait des conférences, t'as fait des tables rondes, notamment à Rennes en jeu. Ouais. Et ce livre, c'est un peu un aboutissement de beaucoup de travaux de choses que t'avais initiées en table ronde. Parce que j'ai assisté à tes conférences et il y a quand même des choses qu'on retrouve. Donc j'imagine que c'est quand même aussi ce qui a nourri un moment la démarche de faire un livre. Ouais, c'est l'aboutissement de plein de réflexions que j'avais à titre personnel. Et en fait, c'est parce que je radote les mêmes sujets, les mêmes réflexions. Enfin, quand je radote, ça veut dire que j'en discute avec plein de gens, parfois avec les mêmes gens. Et du coup, ils savent que c'est des sujets qui me passionnent et qui m'intéressent. Et du coup, il se trouve que parmi ces gens avec qui j'en ai parlé, il y a Sylvain, qui est l'un des boss des éditions du Commun, qui est le conjoint de Charlotte Fillonneau, qui est une des autrices fondatrices du Graal, le collectif historique de Rennes. Et à un moment, il m'a demandé, mais en fait, je vais pas vous refaire toute l'histoire, elle est pas très intéressante, mais en gros, il t'a dit, est-ce que tu voudrais pas Ouais, ce serait bien que, en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un texte ? Est-ce que tu aurais connaissance d'un texte qui parlerait de ces sujets-là, nanani, nanana, qu'on pourrait publier, qui parlerait du jeu ? Je dis, en fait, non, mais en fait, moi, ça m'intéresse de l'écrire. Ok. Et il m'a répondu, j'espérais bien que tu me répondrais ça. Okay. Donc, je me suis fait avoir, mais en vrai, j'étais vraiment consentant. Et combien de temps d'écriture ? Alors, en fait, il y a eu énormément de recherches documentaires en amont. Donc, je parlais pas de moi parce qu'en fait, vu que c'est des sujets qui m'intéressent, ça fait des années que je m'y intéresse. Et donc, je mets de côté des ressources, des trucs, parce que par ailleurs, je suis enseignant en game design. Donc, c'est des trucs, même si j'en parle pas forcément à mes étudiants, j'essaye de caler des façons de voir le jeu autrement dans mes cours, etc. Parce qu'il y en a que ça intéresse. Et comme c'est beaucoup plus ami dans le jeu vidéo et que j'enseigne à des étudiants en jeu vidéo, enfin bref, voilà.
Mais non, le temps d'écriture, ça m'a pris plus de 8 mois sur l'année 2024. De, je sais pas, peut-être mars à novembre, un truc comme ça. Mais après, il a fallu réécrire un peu, faire des coupes. Ça a été du travail après. En gros, voilà, 8 mois et plus, quoi. Okay. Si on peut parler un peu de la trame principale du livre, tu me diras si j'ai vraiment rien compris, puisque j'ai quand même lu. Oui. Est-ce que d'abord, en fait, je me suis posé une question, c'est est-ce que toute la thèse principale, tu l'avais déjà en commençant l'écriture, ou est-ce qu'il y a eu des évolutions au fil de l'eau? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est finalement, tu avais un objectif et tu as écrit pour arriver à cet objectif, ou bien est-ce que tu as écrit et tu es arrivé à un objectif? Ouais, non, j'avais vraiment un objectif. Okay. En vrai, je me suis fait un plan. J'ai fait le truc sérieusement. Ouais, non, c'était incroyable. Alors, 2 parties, 2 sous-parties. Ouais, avec des parties, des sous-parties et tout. Là, la totale. Vraiment, sérieusement, j'ai fait ça très bien. Le truc que j'ai moins réussi à tenir, c'est le planning. Voilà, le plan, je m'y suis tenu. En vrai, j'ai pas sacrifié rien du tout de ce que je voulais dire dans le livre. Le planning, en revanche, j'ai eu du mal à le tenir. Ça a été... C'est la première fois que j'écris un livre, donc c'était compliqué. Enfin, c'est un vrai. C'est un autre boulot. Enfin, c'est un autre. Tu l'as jamais fait. C'est quelque chose de très difficile, voilà. Et j'ai trouvé ça incroyable à faire. Et en vrai, t'acquiers une forme d'endurance au fil de l'eau, etc. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Et je suis content d'avoir réussi à le faire que en 8 mois, si tu veux. Et après, même après 8 mois, tu te dis qu'il y a des trucs que tu pourrais réécrire, refaire des recherches, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête et tu te dis que ce que tu as écrit a de la valeur, etc. Mais donc oui, non, j'avais vraiment l'intention, en fait. Ce que j'ai mis dans le plan, c'est vraiment l'aboutissement de réflexion, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de dire. C'est-à-dire que c'est pour ça que... C'était l'aboutissement de toutes les conférences que tu avais faites, ou les tables rondes, et c'était un peu l'idée, c'était un peu d'en extraire la substantifique moelle pour faire un ouvrage construit de toutes tes réflexions qui étaient survenues à l'occasion de ces exercices-là. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que ces réflexions, elles m'occupent depuis longtemps, et les conférences, c'était une occasion d'en parler, de les montrer, etc. Mais en vrai, dans une conférence d'1 heure et demie, tu es obligé de résumer. Ouais. Et donc, au contraire, c'était pas d'extraire la substantifique moelle, c'était de développer à mort. C'était de pouvoir développer avec des arguments, des références, des sources, ce que tu as à dire. Et ça, c'était l'opportunité. Sans raccourcir. Justement, tu t'efforces d'épurer parce que... au fur et à mesure. Il faut aussi faciliter la lecture. Enfin, malheureusement, tu as des publics auxquels il faut que le livre s'adresse, donc tu dois aussi... d'une part, oui, c'est vrai. Et puis, de toute façon, au fur et à mesure de rédiger des règles de jeu, tu as tendance à l'épure, de toute façon. Donc, c'est bizarre. En tant que joueuse, j'ai pas vu ça. Non, mais je voulais de toute façon aller vers le mot juste et l'épure parce que je pense qu'un bon raisonnement, il est synthétisé de manière claire et simple. Et pour moi, c'est la meilleure façon de le transmettre. Après, des fois, derrière... t'essayes tu poses des arguments et tu dois les détailler, etc., etc. Ça, c'était ce que me permettait le livre, en fait. Et c'est ce que je me suis permis de faire. Là où je suis content, donc, c'est que malgré le temps imparti, que j'ai repoussé 3-4 fois, j'ai pas sacrifié à ce que je voulais dire. Et en fait, c'est peut-être pour ça que parfois, et c'est ce que je dis en intro, en fait, c'est le bouquin, c'est pas une publication universitaire. Dans le sens où, en fait, c'est la transcription d'une réflexion personnelle, clairement. Un cheminement aussi. Ouais, mais clairement. C'est-à-dire que tu parles du prix Lizzie Maggie, c'est très vrai. Le fait d'avoir participé au prix Lizzie Maggie, d'avoir participé au jury, ça a nourri mes réflexions. C'est des sujets dont je parle avec de nombreuses personnes depuis de nombreuses années. Et mes réflexions ont évolué. Et au bout d'un moment, elles étaient suffisamment denses pour que j'ai envie, que j'ai besoin, et que pour moi, ça me paraisse pertinent et légitime de les mettre par écrit. Je veux dire, n'importe qui voudrait mettre ses réflexions par écrit, c'est pas toujours une bonne idée. Là, il me semblait y avoir suffisamment de matière, il me semblait y avoir quelque chose à dire, et surtout quelque chose qui avait besoin d'être dit. Que ça justifie le fait d'en faire un livre, voilà. Et parce que c'est aussi, on est dans une époque, je vais pas faire mon vieux réac à 2 balles, mais je pense que la communication courte, ça a peut-être ses qualités. Mais ça a aussi ses limites. Ouais, et du coup, là, le fait de le faire sur la forme d'un livre qui, dans sa forme originale, fait 320 pages, ça permet de développer. Je pense qu'il y a des gens qui sont OK pour ça, qui sont prêts à mettre la concentration et le temps pour le lire. Je pense que ça le mérite. Et après, oui, pour ceux et celles qui voudront prendre le temps de le lire, je pense que ça a sa valeur. Alors, je vais essayer on va parler maintenant du livre plus en détail. Ouais. Je le dis en préambule, hein, moi j'ai lu, j'ai fait des choix en fait sur les sujets qu'on allait aborder. Je vais expliquer un peu la structure du livre et effectivement j'ai choisi de faire des focus avec toi par rapport à ce qui moi m'intéressait, donc c'est super subjectif. Mais je pense que si on peut essayer de résumer un peu la thèse générale du livre, c'est de dire que toi tu dis que en fait le titre est un peu provocateur puisque ce n'est qu'un jeu. En fait tu dis que non, très vite. Le jeu n'est pas qu'un jeu au sens d'un objet de divertissement. C'est un peu ce que vous aviez dit déjà dans le manifeste. Ce n'est pas un jouet
amélioré pour adultes, mais il peut être beaucoup plus porteur de sens. Je pense que c'est la thèse que tu dois dire. Tout à fait. Est-ce que j'ai bien résumé en quelques mots ce que tu voulais dire ? C'est tout à fait ça. Et dans ta démonstration, tu vas aborder 2 angles. Un angle qui est très historique, où tu remontes en fait de la... presque, c'est vraiment... Là, on est vraiment dans une vision vraiment chronologique un peu de l'histoire du jeu, qui, je le dis tout à fait franchement, m'intéresse moins parce que je la connais, qu'elle est moins discutée, ou en tout cas elle est moins porteuse de elle est moins sujette à la discussion parce qu'on est plus dans du factuel et du constat. Et ensuite, tu as tout l'aspect où tu expliques en quoi le jeu, pour toi, y a un angle politique à la vision du jeu, qui est peut-être celui qui va moi le plus m'intéresser, sur lequel j'ai décidé de plus qu'on s'arrêterait pour la discussion, si c'est OK pour toi, bien sûr. Bien sûr, c'est OK. Juste, je veux dire, l'angle historique, il est là parce que je voulais... En fait, toi, je comprends que ça t'intéresse pas parce que c'est quelque chose que tu connais déjà. Non, ça m'intéresse, mais... Non, mais j'entends, mais... C'est moins sujet à discussion, je trouve. Bien sûr, je comprends. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi parce que j'avais envie de raconter les histoires d'une part. En racontant l'histoire du jeu, je racontais des histoires en le sens où... pour montrer qu'il y a eu 1000 formes de jeu et pour montrer que c'est avant tout une histoire humaine, que c'est lié intimement à la culture, et de montrer les 1000 façons dont le jeu a été lié à la culture et à l'humain. C'était pour montrer justement qu'il est plus que ce qu'on dit et ce qu'on fait de lui actuellement. Et il me semblait pouvoir le montrer par l'exemple, par l'illustration. Voilà. Mais en fait, t'expliques, en fait, tu reviens sur les origines, mais aussi sur le fait que le jeu, au départ, mais qui rejoint en fait des grandes notions ou des grandes définitions qu'on retrouve après, mais sur le fait que le jeu est du domaine du sacré, enfin, qu'il y a un domaine du rituel, et après qu'on remonte, comment on évolue. Après et puis tu pour arriver au jeu d'édition que nous on connaît aujourd'hui. Enfin, il y a tout cet aspect chronologique qui est assez, qui est forcément hyper intéressant, mais je trouve, ouais. Mais qui, effectivement, si on prend la peine de se poser la question de comment le jeu a évolué, de ses premières fonctions à tout en gardant les mêmes. En fait, non, c'est pas les fonctions, mais plutôt ça. De ce qui signifie, mais tout en gardant les mêmes fonctions. C'est-à-dire quelque chose d'un peu inutile, qui a une part assez particulière dans notre vie, puisque le jeu se définit souvent par son inutilité, sa frivolité. Jusqu'ici, oui. Mais en fait, ce qui m'a intéressé, alors le parallèle avec le sacré, il est très juste, parce que c'est un truc qui est intervenu très tôt. Les premiers jeux, comme on le dit dans le livre... il y a des connivences avec tous les dispositifs sacrés. C'est même un peu religieux. Enfin, oui, sacré, religieux, clairement. Quand je dis sacré, c'est religieux. Voilà, quand on dit sacré, c'est vraiment ça, en fait. Non, clairement. Mais on parle des osselets, c'était des outils de divination qui ont été utilisés aussi par le jeu. La genèse du Go, du Weiki en Chine, c'était à la base un principe de divination aussi, un système de divination sur les carapaces de tortue. Enfin, je le détaille dans le livre. Qui après va mener au Weiki puis au Go, etc. En fait, le jeu a une connivence avec le sacré dès le début, mais c'est parce qu'ils ont tous les deux, et c'est ça qui est intéressant, un rapport très fort au symbolique. Si tu veux. À la fois la religion, comme le jeu à ces époques-là, et même peut-être encore maintenant, ont un rapport très fort au symbolique. C'est-à-dire que tu fais une réduction forcément du monde ou de la perception que tu décides que tu as du monde dans des objets, que ce soit pour le biais pour pratiquer des rituels avec. Et dans ces cas-là, tu assumes que ce que tu es en train de faire comme acte, si tu veux, c'est un acte sacré, donc c'est un acte qui a du sens dans le sens où tu lui donnes une portée ontologique, tu lui donnes le pouvoir de définir le réel. C'est-à-dire qu'il se définit par elle-même. Ce qui donne le pouvoir de dire ce qui est qui parle de l'existence, de la vérité de l'existence, de la substance physique moelle, enfin tu vois, de ce qui est ce qui est vrai, tu vois. C'est vraiment ça, c'est qui a sa propre définition étymologiquement. Ouais, si tu j'ai pas tout à fait là, mais bon, on va renvoyer les auditeurs à ce mot incroyable. Moi, la perception que j'en ai, c'est le fait que ça a le pouvoir de définir le réel. Mais elle est peut-être fausse. Ok, bon, peu importe. Okay. Alors, disons. On demandera un prof de grec. On demandera un prof de grec ancien, si tu veux. Mais en fait, si tu veux, le principe, c'est que on a accordé au rituel le pouvoir. Quand tu t'engages dans un rituel sacré, donc religieux, c'est que tu t'engages dans quelque chose qui, pour toi, définit le réel. Tu dis, le monde est comme ça, je m'engage volontairement dans quelque chose qui, oui, c'est pour de vrai. Ça a une forme de force symbolique que j'accepte, qui pour moi définit le monde, et moi en tant qu'individu, etc., etc. Les rituels font souvent ça. Le jeu, à l'inverse, on lui confère une portée symbolique qui est tout autre. Mais c'est son rôle, en fait, à la base qu'on lui a accordé, c'est le fait d'exister pour de faux. C'est-à-dire qu'on va créer une fiction où ce qu'on y produit, ce qu'on fait dedans, là où on y agit,
ça ne compte pas. Tu vois, il n'y a pas d'incidence. On n'a pas d'incidence. Comme si ça n'avait pas d'incidence sur notre vie réelle. Bon, on en rediscutera. Ouais, on en discutera. C'est pas parce que ça n'a pas d'incidence que ça n'a pas d'importance. Mais cette liberté-là, elle est précieuse. Et c'est pas parce qu'on dit de toute façon que ça n'en a pas. Non, ouais, en plus. Non, mais je veux dire, ouais, c'est ça. Mais le fait que, si tu veux, que ça n'ait pas de conséquences, pas d'incidence dans le réel, ouais, ça fait partie de la liberté qu'offre le jeu. Et ça, c'est extrêmement précieux. Oui. Mais en fait, c'est la liberté qui est offerte par toute forme de fiction. D'accord. Tu regardes un livre, tu vois un film, etc. Ça n'a pas d'incidence en réalité sur le réel. Sauf que là, on agit dans le jeu, comme dans le rite, comme dans le rituel. Oui. C'est pour ça que dans le livre, on est acteur autant que récepteur. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, autant. Mais les deux, d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Et du coup, ça a une autre portée quand même. Le fait d'être acteur, le fait de... Enfin, c'est quelque chose qui forme un gros point de décalage entre le jeu et les autres médias. C'est vraiment... On n'est que récepteur. Bah oui, on n'est que spectateur. Donc, ouais, là, c'est très différent. Et voilà. Et donc, bon, donc le point commun entre le sacré et le jeu, c'est pour moi, tous les deux forment une sorte de rite. Enfin, sont une forme de rite. Sauf que pour moi, et c'est une opposition fondamentale chez Kaiwa d'ailleurs, entre le sacré et le profane, enfin voilà. Mais pour moi, le jeu, c'est un rite culturel, social et profane. C'est un rite, mais profane. C'est pas un rite sacré. Oui, tu vois, pas religieux en tout cas. Tu lui vois pas à une religion. Tu lui accordes pas le pouvoir de définir le réel. Mystique, etc. Tu lui accordes le pouvoir de n'avoir aucune importance. Et pourtant, et c'est ce qu'on va peut-être y revenir après, et pourtant, c'est parce que tu lui accordes le pouvoir de n'avoir aucune importance qu'il en a énormément. Ouais, on va passer un peu sur la phase chronologique de la première partie du livre, si t'es OK. Ça me va, ouais. Parfait. Parce qu'en fait, tu reparles de ça et après, tu fais un peu une sorte de panorama de l'évolution pour arriver aussi avec ce qu'a été le jeu à différentes époques pour arriver à ce qu'on nous connaît comme ce que tu nommes. Et je trouve que c'est hyper bien trouvé, le jeu d'édition. C'est pas moi qui l'ai trouvé, hein. Mais c'est en vrai, c'est un terme qui est admis. Hein. Ouais. Oh là là. Non, mais quand tu l'utilises, je trouve que c'est très parlant pour comprendre ce que tu veux dire, parce que le jeu d'édition, ça renvoie vraiment au jeu que nous on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le jeu commercial fait avec des méthodes professionnelles versus des jeux qui seraient faits un peu en dehors des circuits. En fait, je sais pas si c'est le bon terme. Je vais essayer de mitiger un peu ton approche, dans le sens où, pour moi, il y a des jeux qui sont faits de manière très professionnelle, mais qui sont pas dans le circuit qu'on peut trouver dans les ludicaires, c'est-à-dire commercial. Ça, en fait, ouais. On peut parler par exemple des serious games, qui maintenant depuis le début des années 2000, qui sont pas dans le circuit. Exactement. Pour moi, c'est ça. En fait, ça va être des jeux qui vont être faits ouais, mais très professionnellement aussi. Mais c'est juste qu'ils ont mais qui ne sont pas dans le circuit commercial. Pas dans le circuit commercial. Ils sont pas là pour être. Il faut surtout le distinguer, le jeu d'édition du jeu traditionnel. Et c'est. Bien sûr. On va y revenir très vite. Je veux pas m'étendre là-dessus parce qu'en vrai, on a dit qu'on se concentrerait pas dessus. Dans la partie chronologique. Mais dans la partie historique, si on parle énormément de cette différence-là entre le jeu traditionnel et le jeu d'édition. Le jeu traditionnel, c'est quand c'était encore, si tu veux, une culture réellement populaire, où c'est en fait les joueurs qui dictent ce qu'est le jeu. Voilà ce qu'on va faire du jeu. Ça SM dans toutes les régions à la manière des contes, si tu veux. Donc là, en fait, la main, il n'y a pas d'auteur. Non, il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas d'éditeur. Il n'y a que des joueurs et joueuses. C'est une culture populaire au sens de Hogarth. C'est-à-dire que c'est une culture qui avant tout... parce que parfois, ils ne veulent pas aux gens. On a du mal à faire reconnaître aujourd'hui. En fait, c'est les joueurs et joueuses qui ont la main sur les jeux. Mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'au moment où il y a le jeu traditionnel, où c'était les joueurs avant tout qui étaient la naissance, l'origine des jeux. D'accord ? Ensuite, tu as eu les débuts du jeu d'édition où justement ça a commencé à devenir une culture manufacturée, c'est-à-dire où c'était les éditeurs qui commençaient à décider quel jeu allait être disponible et donc quel allait être. Ils faisaient les jeux d'ailleurs. Les auteurs n'existent pas. Non, c'était les éditeurs, donc souvent les imprimeurs en fait, qui étaient à la fois éditeurs, imprimeurs et auteurs, qui décidaient de ce qu'allaient être les jeux. Bon. Les imprimeurs eux-mêmes, éditeurs, auteurs, appelons-les comme on veut, étaient souvent des bourgeois, des nobles, des aristocrates qui décidaient de ce qui était bien pour la société, sous-entendu les classes populaires, ce qu'il était bon pour eux de faire et d'apprendre, etc. Donc voilà, ça c'est toute une évolution entre le jeu de divertissement, le jeu pédagogique dont je parle dans le bouquin. Mais donc c'est devenu une culture manufacturée au moment du jeu d'édition, si tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça allait rester tout le début du 20e siècle, le jeu d'édition, donc tout celui qu'on connaît comme maintenant ce qu'on appelle les classiques, Cluedo, Monopoly, etc., sont du jeu d'édition, sont issus d'une culture purement manufacturée, dans le sens où en fait c'était des créatifs ou des créatifs qui officiaient chez Parker, chez MB, etc., qui décidaient de ce qu'allaient être les jeux.
l'origine des jeux à ce moment-là n'était pas décidée par les joueurs. Ce qui est intéressant, et ce que j'essaie de détailler dans le bouquin, c'est qu'il s'est passé justement les origines du hobby gaming dans les années 60-70. On en reparle après, hobby gaming. Et c'est justement pour moi le retour à une forme de culture populaire, dans le sens où il y avait une telle proximité entre les joueurs et les auteurs, parce que c'était des microcosmes extrêmement petits, réduits. Ce sont des petits univers, en fait. C'était des petits univers, avec leurs qualités et leurs défauts, le fait que ce soit petit. Et qui, du coup, si tu veux, avec une telle proximité, c'est un bouillon de culture qui a été, qui a un retour à une forme de culture populaire, où les joueurs qui jouaient à des jeux, s'emparaient des jeux, construisaient des variantes, de nouveaux scénarios, faisaient naître des nouveaux jeux par rapport à ça, etc., qui étaient derrière republiés, etc., etc. Donc pour moi, c'est une forme de culture populaire dans le sens où c'était avant tout décidé, issu des joueurs, des pratiquants, avant d'être issu de corporations et d'entreprises. Après, c'est encore récupéré par... en fait, c'est ce qu'on constate actuellement. Ouais. Si tu veux, le hobby en fait, on est déjà dans le hobby gaming, il a été complètement récupéré, et maintenant, on est vraiment plus dans un truc beaucoup plus organisé. Et... Pour moi, on est dans le retour dans une culture manufacturée, clairement. Ouais. Je veux dire, moi, les auteurs et les autrices de jeux, on en compte un certain nombre. C'est des joueurs et des joueuses passionnés, je suis d'accord. Oui, mais on constate, on le sait, que le formatage par le marché, le réalisme économique, etc., prend une place très très forte. Ouais. Quand dans les années 60-70, c'était totalement différent. Ouais. La question des ventes ne se posait pas, il n'y avait aucun impératif économique. Quand les premiers... Alors qu'aujourd'hui, il y en a, et de fait, c'est la main, elle a été reprise bien sûr, par des éditeurs, des distributeurs, surtout les distributeurs, etc., etc. Ok, donc si tu es ok, comme je te le disais, on va parler plus des éléments que tu développes plus dans la deuxième partie de ton livre. Oui. Puisque effectivement, je l'ai dit, la première partie elle est plutôt chronologique. Maintenant, on va parler plus de la partie où tu parles vraiment de l'angle politique du jeu, politique au sens de la cité, au sens un peu grec du grec ancien, c'est-à-dire la police, ce qui fait la politique. Et le premier point qui moi me paraît important, c'est que tu expliques, c'est quelque chose qui est mis aussi en lumière parce que nous, en français, on a cette expression que on n'a pas dans d'autres langues. Nous, on parle de jeux de société. Dans beaucoup de langues, on parle de jeux de table ou de jeux de plateau. Tout à fait. Et qu'en fait, nous, l'expression de jeu de société, elle veut déjà tout dire. C'est que dans l'idée de jeu de société, on a étant l'objet que la pratique. Ouais, c'est vrai. Parce que qui dit jeu de société dit l'idée de créer un lien social, donc qui est plutôt la pratique en dehors même de l'objet, qui lui est plus du niveau du commerce. Ouais. Et que quand on parle, dès lors qu'on met le lien social, comme nous on le fait en français, sur le premier plan, on est déjà dans une dimension politique. Parce que ça veut dire qu'on attend du jeu qu'il ait une dimension qui n'est pas juste utilitariste, en fait. On veut qu'elle produise quelque chose de plus que juste sa fonction d'objet, en fait. Ouais, en fait, le terme jeu de société, alors je vais pas revenir sur l'origine, Jean-Marie Lotte le dit bien, mais on s'en fout. On voit plein de... C'est intéressant, mais vous pourrez le lire dans le livre, mais le truc, c'est que moi, le côté que ce soit jeu de société, le fait qu'on mette l'accent sur la pratique, effectivement, sur le côté social, évidemment, pour moi, ça dit de base le fait que ce soit... c'est qu'on a une attente, en fait. Alors, je suis pas sûr qu'on ait une attente, dans le sens où je suis pas sûr que les joueurs de jeux de société aient une attente d'un point de vue politique, mais de jouer un moment social, de vivre un moment social, je suis d'accord. Là-dessus, je te rejoins. Parce que souvent, ils se plaignent quand on n'a pas ce moment social. D'interaction, ouais, bien sûr. Ils te disent, oui, il n'y a pas d'interaction. C'est-à-dire qu'ils attendent autre chose que juste que le jeu en tant qu'objet. C'est-à-dire qu'ils attendent un truc qui est d'une dimension un petit peu immatérielle. En fait, qui est immatérielle. Social, qui ne s'explique pas trop, d'ailleurs. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on est social, ça devient culturel. Parce que quand on est plusieurs à faire société, qu'est-ce qui se produit ? C'est de la culture. Ouais. Okay, à partir du moment où on a de la culture, qu'est-ce qui se passe ? La culture, qu'est-ce qu'elle fait ? On est dans l'échange. On est dans la construction de représentation du monde, dans la culture, si tu veux, qui forme, pour moi, le fondement de la politique, au sens très large, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que quand on parle de culture, on confronte nos représentations du monde, on les fait. Il y a des points de friction sur la façon dont on voit la société, dont on se voit l'individu, etc., etc. Les jeux de société permettent ça, et du coup, pour moi, oui, évidemment, le jeu de société est un objet éminemment politique, parce qu'avant tout, c'est un objet culturel. C'est ce que je dis dès l'introduction du livre. Oui. Pour moi, c'est un présupposé, parce que si on part pas de ça, c'est mort. Voilà, n'en déplaise à ceux pour qui c'est pas un présupposé, tant pis, mais pour moi, c'est une évidence, et je veux partir sur ces bases-là, parce que tout ce que je développe après, en fait, ça a du sens par rapport à ça. Pour moi, c'est une évidence. Croire que, si tu veux, le jeu de société est une pratique et un objet, parce que j'associe bien les deux, hein, dans le jeu de société, il faut bien voir les deux, qui est déconnecté du réel, etc., et j'y reviens souvent, c'est une croyance. C'est juste complètement, pour moi, à mon sens, complètement faux.
C'est pas déconnecté du réel. On joue toujours, même si dans le temps du jeu, il se passe quelque chose qui est hors du réel et on en a besoin pour ça. Ça ne l'est jamais vraiment. Le cercle magique n'existe pas, ou en tout cas, il est poreux. C'est ce que t'expliques. Voilà, tu dis que en tout état de cause, on peut présupposer un cercle magique. Alors, le cercle magique, c'est ce qui dit que quand on vient dans le temps du jeu, nous ne sommes pas dans la vraie vie et que nos actions seraient sans conséquence. Mais toi, tu dis, en fait, c'est impossible de présupposer ça complètement parce qu'il y a forcément une porosité, parce que sinon, ça voudrait dire que on sous-estimerait les émotions des joueuses, ou alors on surestimerait leur capacité presque à se blinder contre ce qui va se produire dans la partie. En fait, c'est soit on surestime leur esprit critique, soit on sous-estime le pouvoir d'impact du jeu, pour moi. Si tu veux, c'est soit l'un soit l'autre ou les deux. Ça va un peu à l'encontre de toutes les théories qu'on entend beaucoup, en fait. Oui. Qui te disent, mais on peut venir, jouons dans le cercle magique, nous sommes libérés de beaucoup de choses, en fait, on pourrait faire un peu tout et n'importe quoi en toute liberté. Ouais, mais et pour autant, enfin, si tu veux, le truc, c'est que moi, je peux comprendre qu'on se le dise et que ce soit un présupposé quand on rentre dans une partie, quand on rentre en jeu. Ok. Pour moi, c'est un présupposé important pour qu'on accorde au moment de jeu ce moment de liberté totale, d'exister en tant que virtualité, si tu veux, qui n'a aucune conséquence sur laquelle, ça, je l'admets, il n'y a aucun souci. En fait, mais c'est un présupposé où on fait semblant. Si tu veux, c'est comme faire semblant que le mot est la chose qu'il désigne. C'est pareil, en fait, le langage. C'est ce que je dis à un moment. Le langage, pour moi, c'est le premier des jeux. C'est-à-dire que en fait, on fait semblant le temps du jeu que tout ceci n'a aucune importance, alors qu'en fait, non, ce n'est pas le cas. Et pourtant, c'est nécessaire pour que la magie, appelons-la comme ça, mais ce qui se passe en jeu se produise, cette liberté qu'on s'autorise, cette virtualité, cette fiction qui se produit, qui n'a aucune importance. C'est important de se dire que ça n'a aucune importance. Et pour autant, il faut être conscient que ce n'est pas le cas. Pas complètement, pas totalement et pas réellement, en fait, parce que quand on joue, on reste inclus dans le réel. Je suis désolé. Le temps du jeu, je parle beaucoup de présupposer qu'on arrive dans le temps du jeu. C'est le contrat social parfait pour beaucoup. On a tous les mêmes chances de gagner, etc. En vrai, c'est faux, on le sait bien. On n'arrive pas tous avec les mêmes compétences. On n'arrive pas tous, etc. Le jeu n'est, pour moi, pas libre et gratuit. On ne joue pas toujours en étant totalement libre de ce qu'on fait. Parfois, on joue sous la sollicitation sociale. Donnes aussi tu dis que parfois, on accepte des parties. Certaines personnes acceptent de jouer par pression sociale. Bien par sûr, exemple. mais parce que même sans forme de violence, la pression sociale. On te dit, il y a une soirée entre amis, on va jouer au bowling, on va faire partie de jeu. Bah, tu dis, moi, je vais être avec mes amis, je vais jouer au jeu, c'est ok. Les jeux du périscolaire quand on joue à l'école, est-ce que tu as le choix de jouer? Non. Que les enfants ont droit. Non. Quand si la maîtresse dit c'est jeux de société cet après-midi, est-ce que les enfants ont le choix? Ils n'ont pas le choix non plus. Il y a des tas de situations où le jeu n'est pas un réel choix, on n'est pas libre ou non de jouer, et pourtant on rentre dans le jeu en faisant comme si, en lui accordant cette même liberté. Donc pour moi, le jeu n'est pas toujours libre et gratuit, et pour moi, il n'est pas du tout improductif, dans le sens où il ne produit souvent, et encore c'est pas le cas pour tout, hein, mais souvent il ne produit aucune valeur matérielle, etc. Ou valeur économique. Ce qui est pas vrai pour les joueurs d'argent, évidemment. Ce qui est pas vrai en termes de... Alors si on reprend les capitales de Bourdieu, le capital social, t'as gagné au jeu, pardon, mais il se passe quelque chose. Quand t'es fort au billes, quand t'es fort au foot dans la cour, c'est un capital social peut-être qui importe peu, mais dans la cour de récré c'est important. Si tu gagnes au Trial Poursuite, est-ce que t'as pas un fort capital culturel? Peut-être, je sais pas, auprès de tes amis en tout cas, sans doute. Voilà, non, mais... c'est pas complètement coupé du réel. En fait, c'est pas anodin, il y a pas complètement... Mais non, c'est pas anodin. Il y a forcément... En fait, il y a des incidences. Mais bien sûr, sur le réel, c'est évident, pour moi. Et donc, pour moi, ces théories du jeu, ce qui forme le dogme en ce moment, mais je veux pas dire le dogme en sens où... il faut renverser quelque chose. Pour moi, c'est les théories admises du jeu, entre Kaiwa, Huizinga et le reste, Brugère et tout ça, qu'on leur sens. Pour moi, les définitions du jeu, en fait, c'est des choses utiles dans le sens où... Attends, j'ai un parallèle très très fort à faire. Je suis désolé. T'es prête? Vas-y. Pour moi, essayer de définir le jeu, c'est comme essayer d'attraper une poule. Est-ce que t'as déjà essayé d'attraper une poule? Alors, j'ai des poules chez moi et je les attrape sans problème. Ouais, bah pas moi, tu vois. Parce que moi, je leur apporte de la bouffe pour les attirer. Ok. Moi, j'ai déjà essayé d'attraper des poules qui s'étaient enfuies de chez moi. En vrai, c'est très difficile. Non, pourquoi? C'est impossible, c'est Parce que t'as beau étendre les bras très larges, t'as beau être plusieurs, en vrai, la poule, elle court, elle s'envole et c'est très difficile. Ouais. En fait, elle va faire tout pour s'échapper. Bon, le parallèle est un peu foireux et rigolo, mais en vrai, ce que j'essaye de dire, c'est que les définitions sont utiles pour essayer d'encercler des faits, d'encercler des pratiques. À aucun moment, il ne faut espérer, à mon sens, enfermer des pratiques et des objets dans des définitions. C'est une connerie, à mon sens, dans le sens où, là, déjà, de base, on a des pratiques de jeu, des objets jeux qui sortent des définitions classiques posées par Kaiwa, Huizinga, etc. La meilleure chose à faire, selon moi, c'est avant tout prendre en compte les pratiques, avant d'essayer de dire ceci n'est pas un jeu, au sens de Brugère, Huizinga, Kaiwa, etc., pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs. J'essaye pas de faire le rebelle à deux balles. Ce travail de définition des universitaires est énorme, il est vraiment intéressant en termes de il faut qu'on ait ce travail de recherche, c'est évident. À un moment, il me semble que c'est intéressant
Et Bruguère lui-même a pris vachement de distance avec le principe d'essayer de définir le jeu lui-même. Il s'est dit, mais attendez, on va le faire parce que, bon, on est chercheur, on va essayer de le faire. Mais en vrai, de toute façon, avant toute chose, c'est les pratiques qui comptent. D'ailleurs, là-dedans, dans le livre, tu parles de l'importance qui doit être donnée aux joueurs et joueuses. Ouais. À un moment. Et d'ailleurs, tu fais une référence à Umberto Eco. Ouais. Bon, c'est un peu des références classes, on peut dire. On peut le dire, ouais. Où tu dis qu'il y a 3 types d'interprétation. En fait, tu dis qu'il y a ou de sens qui est donné. Il y a l'intention de l'auteur-autrice. Tu parles aussi de la réception qui est faite par la lectrice. Donc, on parle de livre, mais ça pourrait être de la joueuse. Bien et sûr. ensuite, qu'il y a les possibilités interprétatives qui sont celles qui n'ont pas été vues par l'auteur-autrice. Ça veut bien dire que dans ta définition, en tout cas dans la façon dont tu abordes les choses, ok, il y a ceux qui font les jeux, mais que finalement, la posture finale, ou peut-être que l'analyse finale, elle est du côté de ceux et celles qui l'activent, parce que le jeu est un média qui a cette particularité que tant qu'il n'est pas joué, il n'existe pas. Ouais, je suis complètement d'accord là-dessus. C'est très vrai. Après, pour moi, l'analyse qu'on est faite, elle n'est pas forcément faite par le joueur. Lui, il active le jeu, je suis d'accord avec ça là-dessus. Ouais. C'est pas forcément celui qui l'analyse pour autant. J'aimerais bien qu'on en arrive au point où les joueurs aient le même esprit critique que par rapport au livre, au cinéma. Du coup, alors c'est vraiment un média où il peut y avoir vraiment un énorme écart entre l'intention et la réception. En fait, le truc, c'est que c'est un média où le joueur est vraiment co-créateur de l'expérience. Tu l'as dit. Ah oui, ça, mais c'est évident. Pour moi, c'est évident. On l'a dit 1000 Encore, fois. après, ce que je dis dans le livre, c'est que tous les jeux font pas ça de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui accordent finalement peu de liberté aux joueurs ou la joueuse, et du coup, dont le sens va beaucoup plus être contrôlé par l'auteur. Et les Persuasive Games de Yann Bogos, je parle un peu de rhétorique procédurale dans le jeu. Oui, on va en parler un petit peu après. Okay. Ouais. Parce que ce que tu évoques fait partie. Pour moi, c'est le sujet de l'interprétation des jeux, de l'analyse, de la critique qui peut en être faite. C'est un sujet super intéressant. Ça veut dire que quand tu dis quand on dit ok, ça joue en société et c'est porteur de sens et c'est politique, c'est aussi parce que c'est une appropriation qui se fait pas que dans le message qui est délivré, mais comme on le dit, il y a aussi la réception et la compréhension de celui qui le reçoit. Ou en fait, pour moi, il est politique parce que avant tout, pour moi, il est important de dire que c'est politique parce qu'on a tendance à nier la réception qui est faite par le joueur. Pour moi, on a tendance à dire que le joueur, lui, il est forcément perméable complètement au sens qui est issu du jeu, que ce n'est qu'un jeu. Mais en fait, le joueur et la joueuse, il peut comprendre quelque chose de très différent de ce que l'auteur ou l'autrice a voulu dire. Bien sûr, mais là, en fait, même au-delà des intentions de l'auteur et de l'autrice qui sont pas toujours visibles, et parfois, il y en a, même souvent, il y en a pas. Tu le dis dans ton livre, en fait, tu dis que parfois même, quand les auteurs-autrices sont trop... on va avoir tendance souvent à être très axés sur le mécanique et du coup ne pas assumer qu'il puisse y avoir un porteur de propos, et que quand les gens, notamment dans les jeux très engagés, vont être beaucoup plus assumer le fait qu'il y a un propos, ils sont souvent mécaniquement faibles, ce qui fait qu'on est toujours le cul entre deux chaises, si on peut dire. Ouais, mais ça c'est parce que en fait, si tu veux pas assumer un propos au moment où tu conçois ton jeu, si t'as pas l'intention, il se peut que ton jeu porte un propos malgré tout, déjà d'une part. De toute façon, et ensuite, je pense que quand tu veux... Aucune création d'esprit ne peut pas porter un propos. Non, mais tout est politique, on est d'accord là-dessus. Et pourtant, c'est pas une évidence pour tout le monde, et c'est ça aussi qu'essaye de dire le livre, surtout par rapport au jeu. C'est bizarre, parce que comment une création d'esprit pourrait ne pas être porteuse de propos ? Mais parce à cause du cercle magique, madame, c'est à cause de ça. Mais même dans le cercle magique, t'as forcément un propos qui est porté. Enfin, ta création vient pas du cercle magique, elle vient de ton esprit d'être humain. Ouais, en fait, moi j'ai tendance à dire, mais comme tout auteur ou autrice, on est à un point de bascule où, si tu veux, on est influencé, nous, par la société, auteur et autrice. Okay, on est des êtres humains, on est influencé par une culture, etc. Et nos points de bascule, nous, après, on va créer des objets qui, à leur tour, vont influencer la société et d'autres gens, d'autres auteurs ou autrices potentiels, etc., etc. Donc, nos points de bascule. Effectivement, le truc, c'est de savoir, nous, si on est influencé par d'autres objets, il faut être conscient que ce qu'on va créer va influencer d'autres gens. Et c'est pas la nature du média, ici, le jeu, qui va faire que, parce que c'est un jeu, parce que c'est différent. Non, pas du tout. Un jeu, ça influence d'autres gens. Alors attends, il faut revenir là-dessus parce que c'est un point, à moins que tu veuilles pas y revenir tout de suite, mais pour moi, c'est un point important, dans le sens où le jeu, on a souvent tendance à le dédouaner de toute forme de responsabilité, justement, d'impact culturel, etc. Parce qu'on dit ce n'est qu'un jeu, et dans le sens où, si tu veux, ce qu'on vit dans un jeu n'a aucun impact. Si tu veux, c'est pas comme un livre ou un film. Ce qui pour moi est une croyance, mais pleinement, dans le sens où, en fait, quand tu joues à un jeu, tu ritualises, tu réactualises des représentations du monde.
En fait, si on reprend un peu aussi ce qui explique quelqu'un qu'on adore, Amabel Hollande, elle l'explique bien, elle dit les jeux sont des systèmes et que de toute façon ils reproduisent des systèmes et des systèmes en vrai auxquels on est perméable, comme toute chose. Ouais. Et en fait on peut se réapproprier ces systèmes et les comprendre, non ? Alors oui, ça c'est dans l'idéal ce serait super. Après ce que dit aussi Amabel Hollande, c'est qu'on est fait pour les histoires plus que pour les systèmes. Elle dit pas qu'on les comprend pas, elle dit qu'on a plus de mal à les difficultés. Ouais. On a plus de difficultés à les décortiquer et à les analyser et avoir de l'esprit critique dessus. Que c'est pas notre réflexe premier, c'est pas là où on a plus de facilité. Elle dit ce que je veux dire par là, c'est que quand bien même on aurait du mal à les identifier et à les critiquer, ou en tout cas avoir un peu de distance. On va avoir du mal à avoir de la distance, mais en fait, on va les intégrer malgré tout. En fait, on les intègre à cause de l'enjeu, c'est vrai, mais c'est tout à fait vrai. On les intègre à cause de l'enjeu. De les comprendre. On les intègre parce que on les intègre dans le sens où le jeu nous dit voilà ce système, je te le propose. Maintenant, à toi d'essayer de le décortiquer et de l'analyser. Mais pourquoi ? Pour bien jouer, pour limonade en fait. Attends, pour bien jouer, pour performer. Ouais. Si tu veux. Oui. Parce que le but du jeu, c'est de gagner. Oui, mais parce qu'on nous apprend qu'on doit. Que le but du jeu, c'est de gagner. Et qu'on ne fait que des analyses performatives. Sur la performance. Et pas des analyses critiques. Voilà. Tout à fait, exactement. On en parle après. Voilà, c'est ça. On a trop de trucs à parler. Ben oui, mais c'est vrai. Dans le sens où, voilà, donc les jeux peuvent nous aider à analyser les systèmes, c'est certain. Je rejoins là-dessus, c'est une évidence pour moi. Voilà. En vrai, c'est un média dont, en fait, pour moi, on l'ampute d'une partie de son potentiel, dans le sens où on lui accorde pas ce potentiel de porter les propos. Et du coup, historiquement, les joueurs et joueuses eux-mêmes sont pas portés à y trouver, à être critiques, parce que on n'accorde pas à ce média le pouvoir, le potentiel de porter un propos ou un message ou du sens par le biais d'un système. Et tu penses que les jeux vidéo, c'est moins le cas ? En fait, parce que les jeux vidéo, ils fonctionnent de la même manière. En fait, ce sont des systèmes, après des systèmes dont on a moins conscience parce qu'ils sont très automatisés, donc on voit moins toutes les ficelles du système. Mais j'ai l'impression que le jeu vidéo, aujourd'hui, on a plus de facilité à admettre qu'il est porteur de sens. En fait, pour moi, le jeu vidéo, c'est encore différent dans le sens où déjà, d'une part, toutes les expériences proposées par le jeu vidéo ne prennent pas la forme de système. Okay. Quand tu joues à un jeu de société, tu es obligé de lire la règle avant de jouer. Tu es obligé d'en comprendre le système avant. Je suis pas d'accord avec toi. Le jeu vidéo, il a un système simplement. T'as pas besoin de le connaître avant de jouer. C'est juste ce que je viens de dire. Mais c'est pas pour autant que c'est pas un système. Simplement, t'as le droit de ne pas connaître le système. Oui, mais ça fait une grosse différence. Okay, c'est ça que j'essaie de dire. Mais en fait, c'est parce que le fait que justement le jeu de société, on soit obligé de connaître et comprendre le système avant de jouer, fait que c'est un média privilégié pour justement favoriser l'analyse et la critique des systèmes. Ok, ça je suis d'accord. Ce qu'il n'y a pas dans le jeu vidéo. En revanche, pour reprendre ta question, pourquoi le jeu vidéo, lui, on a eu plus de facilité, etc. Alors déjà, d'une part, c'est parce que, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, il a déjà obtenu beaucoup plus d'attention par rapport à son poids économique. Il a moins d'existence. Nous, on a 5000 ans d'histoire dans le jeu de société et ça fait combien de temps 50 ans que le jeu cinéma, le cinéma, c'est la même chose. Enfin, le cinéma, c'est à peine plus de 100 ans. On est d'accord. Et il y a déjà toute une littérature critique et une herméneutique appliquée au film, au cinéma. Alors et à l'analyse de l'image dont on n'a rien en jeu de société. On n'a pas de syntaxe, on n'a pas du tout de grille de lecture. Il y a une vraie herméneutique à bâtir pour le jeu de société qui, à mon avis, doit venir de la critique, entre autres, des game studies et des chercheurs des universitaires aussi. Mais pour moi, il y a un vrai truc à bâtir là-dessus. Il y a un truc extrêmement intéressant à faire et qui est actuellement absolument pas fait. Alors, et c'est ce que je dis aussi dans le livre. Pour moi, là, je me hasarde, je tente des interprétations qui, pour moi, me paraissent pertinentes. Ce que je dis, c'est qu'à aucun moment, je considère qu'elles sont ni définitives, ni forcément plus légitimes que l'autre. Moi, c'est ma grille de lecture du jeu de société contemporain, etc. J'attends avec impatience que d'autres, que ce soit les critiques, les journalistes, les chercheurs, les universitaires, s'essayent à ce qu'on ait des dialogues, qu'il y ait une vraie dialectique. Ça, c'est quelque chose dont tu parles pas mal dans le livre, tu fais le constat qu'il y a quand même il n'y a pas notamment ce que tu appelles un peu que des gens qui ont les critiques, on va dire, pour utiliser un gros mot, s'emparent du sujet et aussi, face ce qui s'est passé par exemple dans les années 60, on donne souvent cet exemple, mais dans le cinéma, dans les années 60, avec les cahiers du cinéma, où on passe à un autre stade de l'analyse du film. Alors en fait, j'ai l'impression ou peut-être qu'on a connu dans le jeu vidéo dans les années 90, on est un peu ça aussi qui se passe dans le jeu de société. Et ce que tu dis, c'est que souvent les jeux sont analysés avec une vision très technique. Alors, je vais reprendre une analogie que j'adore. C'est souvent, on a l'impression qu'on parle de jeu comme on parlait d'un lave-vaisselle. Est-ce qu'il fonctionne bien ? Est-ce qu'il est amusant ? A, B, C, D ou E sur ton échelle d'écologie, de consommation d'eau ou de grille d'amusement ?
mais qu'on va pas beaucoup plus loin que l'analyse technique. Je suis d'accord. Alors déjà technique, et puis d'une part, et puis il y a aussi ce prisme de la fonction sociale qu'on attribue, c'est la fonction du divertissement. Voilà, oui. On en a parlé au moment du manifeste, mais c'est important de le rappeler quand même, parce que ça biaise vachement notre analyse. Là, en fait, même les analyses techniques sont, est-ce qu'il est bon techniquement? Oui, mais à quoi faire? À produire du divertissement. Oui. À produire une computation intéressante, satisfaisante, gratifiante, etc., etc. Donc cette capacité technique, elle est vue dans un prisme d'analyse qui est celle du divertissement, de sa fonction, la fonction sociale qu'on lui attribue. En fait, c'est ça. Et moi, c'est ça. Mais qui ne serait qu'une fonction sociale que résumer au divertissement, parce qu'on pourrait envisager qu'il y ait plusieurs fonctions sociales. En fait. Au jeu. Ouais. Mais bien sûr. Il en a d'autres qui sont déjà identifiés. Le divertissement, ce n'est qu'une fonction sociale. On pourrait considérer que la fonction d'être, je sais pas, éclairante sur la société ou n'importe quoi. Enfin, je dis c'est un peu random, mais quand tu regardes la définition du jeu dont je parle un petit peu, alors hormis celles des universitaires, quand tu regardes juste les définitions du dictionnaire, le jeu est un média ou en tout cas un objet, une pratique dédiée à l'amusement et au divertissement. Tu vois, je parle de la définition du Larousse et du Robert, elles sont explicites là-dessus. Le plaisir et l'amusement sont centrales dans la fonction sociale de l'objet et de la pratique de jeu, du mot jeu. Oui, si tu veux. Voilà. Oui, on parle beaucoup de ça, mais et en même temps, si tu reviens aux définitions dont on parlait précédemment de ceux qui ont déjà théorisé le jeu, je trouve que déjà le fait d'avoir le parti pris de dire que le jeu doit être inutile et frivole, c'est déjà une vision très politique, parce que de dire que quelque chose doit être inutile, c'est déjà... C'est ce qu'on dit déjà de l'art, si tu veux, alors qu'il y a de l'art engagé, etc. On dit souvent que l'art est inutile, si tu veux. Et moi, ça me pose pas de problème de dire qu'il est inutile. Par contre, il faut accepter derrière qu'en fait... Mais dans une société qui est quand même... c'est une posture. Ouais, mais dans une société très utilitariste, c'est déjà un énorme message politique de dire que quelque chose est inutile, non? Ouais, si on veut, mais c'est pas pour moi. Enfin, pour moi, c'est pas le message. Enfin, pour moi, c'est pas ce qui importe le plus dans le sens où on peut dire que le jeu est inutile et que c'est pour ça que c'est bien. Oui, ok, mais en vrai, pour moi, ça c'est plutôt majoritairement ce qui est dit jusqu'à présent. Mais en vrai, parce qu'après, on pourrait avoir toute une réflexion sur ce qu'est l'inutilité. Ouais, on va pas l'avoir. On va pas avoir cette. Leur tourne. Ok. Mais non, mais en fait, en vrai, c'est complètement crétin de dire que parce que c'est inutile, c'est pas politique, parce qu'en fait, déjà, le fait d'oser dans une société utilitariste comme la nôtre, dire que quelque chose est inutile, c'est déjà un positionnement politique. En vrai. Oui, déjà d'une part, je suis d'accord avec ça, mais surtout aussi, enfin, il y a un autre clivage aussi dont on parlera peut-être, mais c'est pas sûr, c'est l'utilitarisme du jeu. Oui. Est-ce qu'on a le droit de faire un objet utilitaire ou pas? Est-ce qu'il faut ou pas? Est-ce que l'inutilité, justement, sur le totélisme, est-ce que c'est un des composants essentiels de la définition qu'on peut faire du jeu? Bon, voilà, c'est une question vraie qui est à poser. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que de base, il ne l'est pas, il n'est pas inutile, il est forcément utile. Donc le poser en tant que fondement de sa définition, moi je suis pas d'accord avec ça. Bon, mais si on veut pas revenir sur la définition du jeu, pour moi le jeu vidéo, il a eu un poids économique qui a de toute façon amené, comme on l'a dit, les Game Studies à étudier le jeu vidéo beaucoup plus. Je pense que c'est vraiment aussi ça. Lié au poids économique, j'en suis persuadé. Ok, d'accord. Moi aussi je pense. Bon, okay. C'est un gros facteur. C'est un gros facteur. Non, mais c'est un gros facteur, c'est évident. Le jeu de société n'a pas le même poids. Après, je pense aussi que le fait qu'il y a beaucoup des gens qui se soient appropriés le jeu vidéo, qui avaient aussi, eux, d'autres intentions, des intentions d'artistes, d'intellectuels, etc., qui se sont emparés de ce nouveau média. Ouais. Parce que c'était un nouveau média, ils s'en sont emparés, parce qu'il offrait des possibilités énormes, pas pour rien, pas juste parce que c'était la mode. Il offre des possibilités énormes, ils s'en sont emparés, et pour lui faire dire d'autres choses, faire d'autres choses. Donc, il y a eu d'autres choses qui se sont passées par rapport au jeu de vidéo, alors que pour le jeu de société, c'est un média dans lequel on est dans un conformisme incroyable. Et on a une vision du jeu de société, etc., qui font qu'on n'a pas envie, et on se dit bah non, c'est pas fait pour ça, etc. Alors que pour moi, à mon sens, il y a moyen de porter le jeu de société vers d'autres fonctions, il peut dire et faire d'autres choses en fait. Tu parlais de jeux vidéo et aussi de gens qui viennent du jeu vidéo qui se sont emparés. On va parler de Brenda Romero dont tu parles dans ton livre. Rapidement, Brenda Romero, c'est quelqu'un qui est une game designeuse de jeux vidéo à la base. Tout à fait. Mais qui a aussi travaillé dans le jeu de société, qui est l'autrice. Alors, je renverrai à la chronique d'analyse paralysis que j'ai faite sur Train, qui est probablement ce pourquoi on la connaît le plus dans le jeu de société. Donc, Train, c'est ce fameux jeu qui est un jeu de train, comme son nom l'indique, où vous devez rallier, livrer des pions jaunes, dans des wagons de marchandises, d'un bout à l'autre de petits rails. C'est un jeu qui ne se joue pas, qui n'est pas commercialisé. On doit y jouer en présence de l'autrice. Ouais, il se joue en galerie d'art. Les règles sont très light, très, très floues. Et à un moment, vous découvrez que la première destination où vous envoyez vos pions, c'est... Alors, je spoil, hein. Et puis, si vous êtes un peu sensible, voilà, bon, bref. On n'y jouerait jamais, de toute façon. De toute façon, on n'y jouerait jamais. C'est un camp de concentration et là à vous la liberté de savoir ce que vous avez envie de faire à partir de là. Est-ce que vous voulez obéir à la règle?
Est-ce que vous voulez faire dérailler les trains? Est-ce que vous voulez sauver? Ou est-ce que vous voulez continuer à jouer normalement? Brenda Romero, elle a ça, ce jeu-là, il n'est pas jouable, comme on l'a dit. Il se joue qu'en présence d'elle. Elle prend note de toutes les parties. Et surtout, elle réceptionne l'affect des joueurs qui y jouent après, parce que c'est pas anodin ce qu'elle fait, ce qu'elle a produit comme expérience, c'est pas anodin. Et je pense qu'elle voulait être présente surtout pour bien être sûre qu'après, elle ne fasse souffrir personne derrière l'expérience de jeu. Parce que ça peut être très violent. Parce que, alors, il y a des gens qui le vivent. Effectivement, ça fait partie des jeux dont on dit qu'ils trahissent les joueuses, mais en vrai, clairement. Non, parce que elle ne laisse pas les joueuses jouer toutes seules comme ça dans leur coin. Elle est présente et elle assure quand même le. Après la partie, un peu, hein, pour recevoir les joueurs et les joueuses, oui. C'est une grosse inspiration pour toi, Brenda Romero. En fait, dans le. En tout cas, est-ce que son travail, pour toi, c'est quelque chose qui est fondamental? Oui, bah évidemment. Train, c'est fondamental parce que ça a été un putain de pavé dans la mare, mais c'est pas la seule. Je veux dire, dans le bouquin, je parle le mouvement Fluxus au XXe siècle, Yoko Ono, son travail avec le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs tout en blanc, Play It by Trust, qui est incroyable. Où, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'échecs où toutes les pièces sont blanches, le damier est entièrement blanc. Yoko Ono étant une activiste anti-guerre du Vietnam à l'époque, mais le jeu a été présenté en galerie après par ailleurs. En fait, imaginez-vous jouer à un jeu d'échecs avec que des pièces blanches tout en un damier blanc. Forcément, alors c'est intéressant parce que en tant que pur joueur, si on analyse ce jeu à la lumière du prisme en tant que joueur, on se dit ça demande un effort de mémoire incroyable, c'est injouable, c'est complètement nul, c'est un jeu nul à chier. Voilà. Alors que la façon dont elle le voulait, et elle veut porter un propos, le fait qu'on soit obligé justement de faire un effort de mémoire qui est pas soutenable pour la plupart des joueurs et des joueuses, fait que t'es obligé de faire confiance à l'autre joueur sur le fait que c'était ma pièce ou c'était la tienne. Déjà d'une part, ça oblige à faire dans un jeu de conflit tel que celui des échecs, qui est séculaire, et qui est pas violent anodin, en réalité. C'est un jeu de conflit pur. C'est un jeu de guerre à la base, mais voilà. Et par ailleurs, le fait que toutes les pièces soient blanches, ça a interrogé évidemment le fait que finalement, pourquoi est-ce qu'on se fait la guerre alors qu'on est tous semblables? Le message était évident, mais mine de rien, il est efficace, il est là, si tu veux. Donc Yoko Ono a été là, au même titre que Brenda Romero. Il y a plein d'influences qui me font dire que le jeu de société, on peut en faire autre chose qu'un objet de computation et de divertissement. Là, pour le coup, j'ai envie de faire le parallèle avec les hard games. Dans le jeu vidéo, encore une fois, c'est une mouvance, un courant qui a été beaucoup plus sollicité beaucoup plus tôt que chez nous. Chez nous, ça n'existe pas. Enfin, si, pour le coup, ça existait sous la forme de Yoko Ono, etc. Mais pour le coup, c'était différent. C'était des artistes plastiques qui sollicitaient le jeu à l'intérieur d'un autre cercle. Nous, dans le jeu d'édition, j'entends, quand je dis nous, c'est quelque chose qui n'existe que peu ou pas. Si tu veux, des jeux qui n'ont pas l'intention réellement fonctionnelle, qui ont une intention avant tout de porter un propos, et tu vas vivre une expérience unique qui va pas être forcément satisfaisante pour toi, qui va pas être une expérience soit de computation satisfaisante, soit de plaisir social, etc., mais à travers laquelle tu vas vivre quelque chose qui est différent, qui va te faire vivre un moment peut-être fort, en tout cas intéressant à minima, espérons-le, etc., etc. Donc la fonction de l'objet jeu et de la pratique de ce moment de jeu, elle est totalement différente de ce pourquoi on sollicite l'objet et la pratique de jeu dans le jeu d'édition. Voilà, et c'est ça qui m'intéresse en fait. Et c'est ça qui manque réellement pour moi actuellement dans le jeu d'édition. Voilà. On parlait de Brenda Romero, il y a une autre référence dans ton ouvrage, c'est aussi au travail de Mary Flanagan, notamment à Playing Oppression aussi. Enfin, il y a un autre de ses ouvrages, c'est Critical Play. Pardon. Et notamment, il y a tout un pavé où tu expliques que peut-être que on ne voit pas forcément aussi les messages parce que la plupart des jeux finalement sont faits pour nous. Et quand je dis nous, c'est nous les Occidentaux, c'est-à-dire que tous les thèmes sont très finalement européano. Alors quand je dis européano, en fait, ce serait plutôt ce qu'on appelait avant quand j'étais jeune, qu'on ne dit plus ça, les pays développés, tu vois. Occidentalo-centré. Mais voilà, occidentalo-centré. Et même que quand il y a un peu d'exotisme, de toute façon, tout est vu sous notre prisme, c'est-à-dire. Et ça, c'est un vrai sujet parce que. Les jeux, on a beau avoir des débats sur les jeux colonialistes, ils sont en réalité, on ne fait que perpétuer. Quand on joue à Terraforming Mars, alors en plus quand on connaît la famille Frexelius, ça fait rigoler, mais qu'on joue à Mombasa ou qu'on joue à Sky Mines, qui est la reversion dans un monde un peu, en fait, on joue toujours au même jeu et on joue toujours à de la colonisation de ressources et c'est toujours aussi en fait. On pourrait toujours se dire que c'est toujours aussi insupportable que ce soit dans un monde fictif que dans le monde réel. En fait, ça véhicule exactement les mêmes valeurs. Dans le sens où le jeu nous dit, par ses mécaniques, par ses objectifs, nous indique des bonnes façons qu'il est d'être par rapport au monde et par rapport aux gens et par rapport aux ressources. Que ce soit dans la science-fiction, que ce soit dans un contexte ouvertement colonialiste, comme il y en a eu beaucoup, et sans vergogne, enfin je veux dire sans honte,
jusqu'à il y a très peu, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas tellement en question. Il y a, mais Bruno Felluti le dit lui-même, je le cite souvent dans le livre, que le jeu de société n'a pas fait son post-colonialisme, alors que c'est le cas de la littérature, du film, de la musique, etc. C'est que même quand c'est pas ancré dans une sorte de décorum historique, en fait, on retrouve exactement les mêmes leviers, en fait. En fait, les auteurs font l'effort de maintenant de décaler le sujet, soit dans le fantastique, soit dans un espèce d'environnement qui n'est jamais... Ou science-fiction. Ou science-fiction, etc. Mais en fait, alors il y a deux aspects. Il y a l'aspect rhétorique procédural qui fait que ce qu'on y fait, finalement... Ouais, tu peux juste définir la rhétorique procédurale. La rhétorique procédurale, c'est le fait qu'un jeu, par ses mécaniques et ses objectifs, il fait faire des choses. Il fait faire des choses. Il t'incite à faire des choses. En fait, il te dit ce qu'il est bon de faire. Et comme beaucoup de jeux sont une représentation du monde, même d'une partie du monde, etc. Donc, tu veux dire, c'est que de ces jeux-là, tu finisses par te dire que si tu veux gagner et si tu veux bien faire, il faut que tu colonises, donc tu exploites les ressources et que exactement. Et que éventuellement tu fasses. En gros, c'est ça, voilà. Et que après, tu auras la gratification d'avoir gagné grâce à ces techniques-là. En gros, si tu veux la rhétorique procédurale, je cite un exemple dans mon livre, c'est si tu prends le Monopoly, on sait que c'est un jeu qui est capitaliste et qui même s'il n'a pas été fait pour ça, on va pas refaire la version qu'on en connaît, oui, c'est ça. Elle est prône, c'est une illustration du capitalisme. Ok, tu prends le Monopoly, t'en fais un jeu abstrait, c'est-à-dire qu'on n'y achète plus des choses avec de l'argent. On n'est plus propriétaire. T'enlèves tout ce qui est contextuel. Tu en fais un jeu abstrait. Tu prends des cubes en bois pour les ressources, pour les valeurs, ce que tu gagnes, pour les territoires, tu mets des lettres et des couleurs, etc. Machin. Est-ce que ça en fait un jeu moins capitaliste ? Non, dans le sens où en fait, ça reste un jeu qui favorise l'accumulation de richesses. On est propriétaire des moyens de production. C'est un jeu de concurrence. On n'est pas du tout dans les questions du bien commun. Si le jeu est un contrat social, on est dans l'exclusion des autres. Si tu perds, tu achètes au détriment des autres. Tu veux les rendre plus pauvres. Enfin voilà. Bon, ce que ça te pousse à faire, quel que soit le décorum que tu mets autour, le jeu te pousse à faire la même chose et de toute façon, il t'apprend la même chose. Donc les valeurs véhiculées par le jeu seront les mêmes. Bon, okay. Même si, c'est ce que je dis, même si à un moment tu reclasses le jeu dans le décorum d'une forêt où tu as des petits animaux mignons qui échangent des fruits, qui achètent des fruits, des arbres, ce sera la même chose. Ouais. Et ça, ce que tu veux dire, c'est que en fait, on peut avoir la rhétorique procédurale de ces jeux-là, même si on a changé l'univers qui va autour, elle reste la même et elle nous apprend que finalement, coloniser des territoires, exploiter des ressources, c'est un truc cool parce que ça nous apporte des points de victoire à la fin. C'est notre façon d'être au monde. C'est la bonne façon d'être au monde. D'accord ? C'est la bonne façon d'interagir avec le monde. Si le jeu est une représentation miniature du monde, voilà comment est-ce que nous, on doit interagir avec lui. C'est ça que ces jeux nous disent. Okay ? Et pas que... Je veux pas dire qu'ils sont une représentation de tout le monde, etc. Même si c'est une représentation réduite d'une partie du monde, c'est révélateur d'avoir fait ces jeux-là. Et ce que toi, tu déplores, c'est que ces jeux-là sont ultra majoritaires. En fait. Mais bien sûr, et c'est ce problème. On a très peu de contre-exemples de jeux qui te proposent autre chose. En fait, le truc, c'est ça. C'est que moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait des jeux qui soient capitalistes, colonialistes, extrationnistes. Tu dis aussi qu'ils t'incitent à faire de la guerre. La guerre, j'ai un chapitre qui parle de la guerre. Sur tout ce qui est le fait de faire la guerre. Oui, parce que c'est un sujet énorme, très important. Je ne vais pas le développer là, mais le sujet de la guerre est un sujet fondamental. C'est quelque chose d'intolérable, la guerre. Voilà. Et pourtant, on en joue, etc. Bon. Le jeu permet ça, ok. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais imaginaire, il n'y a pas de bon ou de mauvais jeu. On doit pouvoir jouer à des jeux colonialistes, extractivistes, etc. Parce que le jeu permet d'explorer plein de fictions différentes. Ouais. Et cette liberté-là, et si tu veux, si on avait cette variété-là de pouvoir explorer plein de systèmes et après de pouvoir en retirer ce qu'on y a vécu, ce serait très bien. Le problème, à mon sens, c'est pas qu'il existe des jeux colonialistes, capitalistes, impérialistes avec plein de mots en iste. C'est le fait c'est qu'il existe que ça. Pour moi, le vrai problème, il est là. Et c'est là où j'essaie de questionner les lecteurs de mon livre et les joueurs et joueuses en général, et aussi les auteurs et les éditeurs. C'est que, en fait, questionnons-nous sur ce que renvoie majoritairement notre milieu, notre média, en fait. Et voyons si est-ce qu'on est OK pour continuer à perpétuer ce type de valeurs et de mécaniques, parce que certaines mécaniques perpétuent les valeurs. Pas dans leur individualité, dans le sens où je veux pas non plus être réducteur et faire des raccourcis, dans le sens, c'est pas parce que tu achètes quelque chose dans un jeu que c'est un jeu capitaliste. Oui, bien sûr. Ce serait simpliste de penser ça. Il faut évidemment à chaque fois remettre une mécanique dans le contexte du système global du jeu et, encore une fois, et on en parlait tout à l'heure, de sa réception par le joueur et de la culture dans laquelle le jeu est joué. Je veux dire, tu joues à un jeu d'action, d'achat de ressources ou quoi que ce soit dans une société qui serait peut-être pas notre société mondialisée, capitaliste, etc., comme la nôtre, européenne, occidentale. Pour moi, son impact, ce serait pas du tout le même. Le fait qu'on joue à un jeu pareil dans nos sociétés actuellement, oui, ça renforce ça a une valeur normative, ça renforce des normes sociales, etc., etc., ça renforce des comportements, des valeurs. Pour moi, c'est une évidence. Bon, vouloir se dédouaner de tout ça, parce que ce n'est qu'un jeu, pour moi, c'est une connerie, et je le dis largement dans le livre.
Pour moi, le vrai problème, c'est qu'effectivement, il n'y a que ça. Et c'est souvent quelque chose... Moi, à chaque fois que j'ai eu cette discussion, et j'en parle dans le livre, à chaque fois que j'ai eu cette discussion avec des auteurs, des autrices, des joueurs, des joueuses, mais alors, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faudrait plus faire de jeux comme ça. Il faudrait plus faire de jeux de gestion. Non, c'est pas du tout ce que tu dis. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. En vrai, on doit pouvoir, pour moi, rester libre de ce qu'on crée. C'est pas la question. Oui, mais tu dis que pour être mieux libre de ce qu'on crée, il faut avoir conscience des biais. Ben oui. Des biais qu'on a. En fait, c'est ça que tu reproches. Enfin, je vais peut-être reprocher pas le bon nom, mais tu dis ayons conscience des biais en tant qu'auteur-autrice. Et parce qu'on en aura conscience, on sera peut-être capable de créer des choses de façon plus libre. Et si on crée des choses de façon plus libre, peut-être qu'on sera capable de vraiment créer des choses différentes. Et si on crée des choses différentes, bah peut-être qu'on amènera cette fameuse diversité dans les expériences possibles qui ne sont... Enfin, je veux dire, pas représenté. Il n'y a pas besoin d'être chercheur ou analyste pour le faire. Regardons les jeux qu'on nous avons à disposition. Mais regarde le top 10 de BGG, le top 100 de BGG, regarde tout ce que tu veux. Tu regardes les jeux qui sont là-dedans. Quand tu regardes le type de mécanique qui est privilégié, le type de thème qui est privilégié, pour moi, c'est des évidences, en fait. Et ce que tu dis aussi, c'est que finalement, ce potentiel-là, il sert, par exemple, si on reprend les jeux d'exploitation de ressources, il reproduit des normes, enfin, en tout cas, un modèle qui est quand même le modèle dominant aujourd'hui. Ouais. Mais qu'on n'est pas capable, ou je dis on, c'est tout le monde, hein, que même les joueuses de l'envisager pour représenter d'autres modèles et notamment d'être un média de lutte en fait, de proposer des modèles alternatifs à un moment. En fait, pour moi, il faudrait qu'on ait d'abord un regard critique par rapport à notre média, par rapport aux jeux de société. Et ça, pour moi, on l'a pas. Voilà, déjà pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que ce travail d'interprétation qu'on fait, tu parlais d'interprétation de tout à l'heure, de réception du joueur, etc. Quand le joueur reçoit le jeu, certes, encore une fois, on ne devient pas capitaliste après une partie de Monopoly. Non, mais à force d'en jouer une milliard de fois, ça te familiarise avec l'idée que c'est normal. Ça t'impacte de toute façon, voilà, et tous et toutes. Mais parce que tu retires une gratification. En fait, ça, c'est toute une théorie de... je retire de la gratification à des choses... De ce que le jeu me propose de faire. Dans la position à laquelle il me met. Puisque j'en ai une expérience positive... in fine, implicitement, je l'intègre comme quelque chose de positif. Ça fait partie du truc. Mais pour moi, donc pour que ce soit un média de lutte, pour moi, il faudrait d'abord se décoller de cette idée de... il faudrait pouvoir essayer de lire les jeux, de les observer, de les critiquer. Cette grille d'analyse, d'où elle peut venir ? Alors, cette grille d'analyse, pour moi, elle vient avant tout de la critique, c'est évident. Ouais. Mais la critique, elle n'existe pas. C'est pas vrai. Regarde ta chronique, c'en est un des exemples. Voilà. Si, regarde ton podcast, mais sans vouloir te jeter les fleurs, t'es pas la seule. Il y a Proxy Jeux qui a une grille d'analyse qui est sensiblement cousine depuis quelques années. Et dans le monde anglophone, il y a dans le monde anglophone, il y en a un certain nombre. On peut parler de Open Included, d'autres. Voilà, il y a la revue CNET a fait des dossiers sur les jeux colonialistes qui sont énormes. Enfin voilà, il y en a qui le font. Je dis pas que c'est absent. Simplement, ils sont largement minoritaires. Et on dit pas que tout le monde doit le faire, mais il faut que ça existe, en fait. Non, oui, il faut que ça existe. De la même manière que, si tu veux, mais encore une fois, j'ai envie de faire le parallèle avec d'autres médias, le cinéma ou la littérature. Le cinéma, on ne demande pas à tout le monde d'être les cahiers du cinéma. Il y en a des tas qui vont se contenter de dire ce film était joli et les acteurs étaient cool. Et il est beau, l'acteur, d'accord. Ok, super, on peut faire ça et c'est ok. Mais en vrai, si on veut essayer d'avoir un regard un peu plus profond sur notre média, il faut qu'il y ait des gens qui commencent à essayer de regarder notre média d'une façon différente. Pas seulement pour l'efficacité du divertissement qu'il procure, pas en se disant, quel que soit le thème, on s'en fout, pas en se disant, quelle que soit la méca, on s'en fout, tant que c'est innovant et que c'est efficace et que j'y prends du plaisir. Non, tout ça ne suffit plus, en fait. Pour moi, il faut essayer de le regarder comme un média qui a une influence culturelle et donc politique, et se dire, ok, finalement, c'est encore un autre jeu, parce que pour avoir ce travail critique, il faut avoir une vision globale du marché. Ça fait aussi parler du travail des journalistes et des critiques. De se dire, encore un autre jeu qui va utiliser ces mêmes mécaniques, etc. Au bout d'un moment, il y en a marre. Au bout d'un moment, voilà. Ou alors, à l'inverse, plutôt que de dire encore un autre, de valoriser des jeux qui essaient de proposer autre chose. Des mécaniques, des thèmes, des choses qui essayent de... audacieuses et qui ont d'autres propos, en fait. Ce qui serait bien, ce serait qu'il y ait des gens qui aient conscience, justement, des auteurs et des autrices, qui aient conscience des potentialités de notre média, qui essayent d'avoir un propos, qui essayent d'articuler des mécaniques autour de ces propos. Et je dis pas qu'il faut faire des jeux engagés pour autant. On peut faire pour moi des jeux d'édition qui soient très poétiques, pas forcément radicaux, je veux dire, mais qui par leur mécanique et ce qu'ils essaient de proposer nous emmènent vers d'autres valeurs, d'autres opinions, d'autres émotions, d'autres façons de voir le monde, qui essaient de nous faire vivre d'autres choses, en fait. Nous faire vivre d'autres choses que
tous les jeux de placement d'ouvriers nous font mettre dans la position du patron qui... Oui, parce que dans les placements d'ouvriers, on est rarement à la place de l'ouvrier, en vrai. Évidemment, mais dans les placements d'ouvriers, en fait, tout ce qui prime, c'est l'efficience du système de production et l'optimisation du système de production. Donc, évidemment que de jouer à des jeux de placement d'ouvriers, ça ne fait que renforcer le paradigme global du libéralisme qui dit que non, ce qui compte avant tout, c'est le PIB, c'est la croissance, c'est l'efficience du système de production, etc. Bon, voilà. S'il y a d'autres jeux d'édition qui essaient de nous faire vivre d'autres choses et de mettre au premier plan d'autres préoccupations, d'autres priorités, dans ces cas-là, c'est OK. Il pourrait exister toute forme de jeu. Encore une fois, donc, pour reprendre ce que tu disais, c'est le fait qu'il existe majoritairement que ça qui me pose souci à moi et que je dis souvent dans le livre. Ouais, il faut se rendre compte que ça. Il faut essayer de prendre un peu de distance par rapport à notre milieu. J'entends celui du jeu d'édition. Regarder tout ce qui est publié et se dire, OK, bon, il y en a un paquet, c'est des jeux de divertissement pur qui font avec des petits animaux, des vikings, des lapins. OK, super. Ils ont leur raison d'être, hein. J'ai rien contre ça. Par rapport à côté de ça, il y a des jeux qui nous font piller des temples inconnus, gérer des systèmes d'efficience de production, etc. Rendons-nous compte que les mécaniques et les objectifs de jeu ne sont pas anodins. Rendons-nous compte de ce qu'on nous fait vivre et jouer. Mais tu sais, là-dessus, tu le dis, par exemple, tu dis que dans tous les jeux, on a quand même beaucoup aussi de jeux qui parlent pour être productif, etc. Et tu dis, on parle jamais des... C'est quelque chose qu'on avait discuté avec Fred Serval, mais on parle jamais des collatéraux. En fait, par exemple, dans les jeux de guerre, on parle rarement des civils. Dans les jeux de production, on parle rarement de la misère sociale. Ouais. Et d'ailleurs, tu donnes l'exemple de Brass, qui est top 1 BGG. Voilà. J'ai regardé il y a peu, toujours. Qui est un jeu qui parle de la révolution industrielle, avec tout ce dont on sait comme conséquences sociales horribles, qui ne s'est pas évoqué. Et ce qui est drôle, c'est que... Enfin, drôle, dans le sens de... Pas amusant, mais dans le sens... Intéressant, étonnant, voilà. C'est qu'il y a un autre jeu de Martin Wallace qui s'appelle Londres, dans lequel on doit dealer avec la pauvreté. Et en fait, la pauvreté que tu crées au fur et à mesure... Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est presque un peu alors, c'est une ressource comme une autre dans le jeu, c'est un peu moche, mais le jeu te parle de la pauvreté. Mais ça vend pas du rêve, ok? C'est pas un jeu auquel plein de gens auraient envie de jouer. On est d'accord avec ça vend pas du rêve. Et c'est pas grave. En vrai, moi, j'ai envie qu'il y ait plus de gens. Alors, ça peut paraître indécent. Je veux pas dire que j'ai plus envie qu'il y ait plus de gens qui nous parlent de la pauvreté. Non, mais en vrai, c'est quelque chose qu'on a tendance à occulter dans les jeux, c'est évident. Mais c'est marrant. Au même titre que les travailleurs. Que Wallace ait fait ces deux jeux avec ces deux aspects-là. Ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Mais en fait, oui. C'est drôle parce que dans Brass, c'est complètement occulté. Comme tu le dis, dans tous ces jeux-là, c'est... Oui, c'est occulté parce que c'est, de toute façon, dans les discours, que ce soit de la presse, des médias, les discours des entreprises, etc., c'est quelque chose qui est occulté. On a tendance à penser en termes systémiques en disant, c'est le système qui prime, c'est les entreprises qui priment. Quoi qu'il arrive, c'est la croissance qui prime, etc., etc. Mais ça, c'est un discours qui peut paraître politique et qui l'est, mais c'est une réalité. Dans les discours, c'est ce qu'on entend de toute façon. Et donc on le retrouve dans les jeux de manière majoritaire, je trouve ça dommageable. Quand j'entends qu'on le retrouve dans les jeux, qu'on retrouve le fait que les jeux nous mettent dans cette position et véhiculent ces mêmes éléments de langage par leur mécanique, je trouve ça problématique. En fait, je cite un des jeux de Friedman Friese qui met justement les gens dans la position des ouvriers. Oui. Il y a Which Star Are You On aussi, de Yes Game, etc. Il y en a plein d'autres, mais... Enfin, pas tant que ça, en fait. C'est le problème. Je les cite dans le livre parce qu'en fait, il y en a peu. C'est vrai, le truc, c'est que tu peux les citer parce qu'ils sont pas beaucoup. Voilà, c'est ça. C'est presque ça le problème. Voilà, c'est ça. Encore une fois, je veux pas qu'il y ait que des gens engagés, des jeux engagés. C'est pas ce que je dis. Non, parce que c'est jamais. En fait, ton discours à aucun moment n'est moralisateur dans le sens. J'essaye. Tu dis pas, faites ça. Non. Tu dis, ok, il y a beaucoup ça. En fait, il y a un problème de déséquilibre dans ce qui est proposé, en fait. C'est ça. Pour moi, c'est très important parce que encore une fois, alors moi-même, je suis très conscient de ne pas être un modèle de moralité et donc je ne veux faire la morale à personne. Mais oui. En revanche, je crois qu'il y a un truc qu'il faut pas occulter, c'est que au fondement de toute forme de réflexion politique, oui, il y a des questions de morale. Quand tu penses ce qu'il pense, à ton sens, être bon ou pas pour la société, tu touches à la morale quoi qu'il arrive. En tout cas, plutôt si tu veux l'épique. À l'éthique, si tu préfères. Le sens des mots là peut nous perdre un peu. Parce que moral a un côté religieux, puritain et tout. Éthique est débarrassé, plutôt sur un truc du humaniste, on va dire. C'est pas du tout au sens là effectivement que je l'entendais, c'était plus au sens humaniste et grec, philosophique et tout ça, machin. Pour moi, la morale, c'est ça. On peut parler d'éthique si tu préfères, ça me va. Oui. Mais si tu veux, pour moi, c'est ça. Au fondement de toute politique, il y a des questions d'éthique ou de morale. En gros, qu'est-ce que tu penses qu'il est bon pour le monde ou non ? Et ça, pour moi, il est sain et bien que toute personne qui est au sein du monde se pose ces questions-là. Sinon, tu n'es que spectateur du monde et tu le subis et tu n'as aucun... le contrat social, c'est que chaque citoyen soit conscient de ça. Donc, en tant que joueur et joueuse, je vois pas pourquoi on ne devrait pas, finalement, abandonner cette responsabilité
le temps du jeu. On peut le faire, évidemment, le temps du jeu. Le problème, c'est que quand on sort du jeu et qu'on voit tous les jeux qui existent, là, on peut se dire, ok, en tant que joueur et joueuse, là, j'ai joué un capitaliste et c'était ok, ça m'a fait vivre comme un capitaliste. Il n'y a pas de bon ou de mauvais imaginaire, il n'y a pas de... Voilà. On peut tout à fait vouloir vivre ça dans un jeu. Moi, j'ai pas envie de dire qu'on doit plus créer de jeux comme ça. Je dis juste, mais attendez, rééquilibrons la balance 2 secondes, explorons des tas d'autres possibles, plutôt que de reproduire des jeux de placement d'ouvriers qui, soyons-en conscients, et s'il vous plaît, essayez d'en être conscients, reproduisent par leur mécanique et leur système des valeurs sociétales, surtout dans notre contexte culturel de mondialisation, etc. Enfin, c'est surtout dans ce contexte-là que ces mécaniques, ces systèmes-là sont importants à être examinés, quoi, tu vois. Et alors, donc voilà, si après on est conscient, là, on sera des citoyens qui, pour moi, et des joueurs et des joueuses, qui sont conscients de ce qu'ils font. Ouais. Ça n'empêche pas qu'on a la liberté de vivre ce qu'on veut pendant les jeux. On peut jouer des enfoirés, il n'y a aucun problème avec ça. Ils ont conscience de jouer des enfoirés, quoi. En gros, c'est ça. Soyons bien informés sur... Et moi, il y a des fois, j'aime jouer les enfoirés. Le jeu, c'est là pour ça. Le jeu nous offre cette liberté-là. C'est ok. Je veux absolument pas moraliser le jeu. Je veux pas censurer des jeux. C'est pas du tout l'idée. Ce que t'es pareil avec le manifeste et qui parfois peut-être été un peu mal interprété, on peut le dire. Mal interprété, c'est que vous disiez jamais le jeu doit être ça, ça et ça. Vous disiez le jeu peut être aussi ça et ça et ça par rapport à un modèle dominant qu'il est en tout état de cause intéressant de questionner. De toute façon, comme tout modèle dominant, en fait. Il me semble. Ouais. Clairement, okay. Non, mais c'est ça. Et donc, c'est ça. Donc, voilà. Non, j'essaie de pas être moralisateur. Évidemment, chacun verra midi à sa porte. Plein de gens me diront que je le suis. Et en vrai, je suis OK pour prendre le ticket de moralisateur. C'est pas grave. Est-ce que la conclusion, c'est pas de dire, finalement, le jeu de société, en tout cas, les acteurs et actrices du jeu de société, il n'appartient qu'à eux de faire du jeu de société un peu autre chose que ce fameux jeu de divertissement. Alors moi, en fait, j'ai envie d'élargir ce que tu viens de dire. Okay. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que majoritairement dans le livre, en y pensant, en écrivant, je m'adressais entre autres aux gens que je connais, c'est-à-dire auteurs, éditeurs, au milieu professionnel du jeu de société, mais aussi aux joueurs et joueuses, bien sûr. Bien sûr. Aussi à d'autres gens plus largement. Moi, ce que j'ai envie de dire, et ce que je dis un peu dans le livre, c'est qu'en fait, c'est pas seulement aux professionnels, aux auteurs et aux éditeurs, c'est aussi aux joueurs et joueuses, et surtout d'en être conscient. Et même d'être proactif dans le sens où c'est à vous aussi d'essayer de créer des jeux. Dans ce sens-là, en fait, et j'ai toute une partie qui en parle. Il faudrait qu'on s'en empare dans le sens où on a atteint tel niveau de qualité, de sophistication, de sophistication. Ouais, enfin non, les jeux qu'on a actuellement dans le milieu de l'édition sont la plupart tous à minima très corrects, très fonctionnels, etc., etc. Le jeu de société reste un média accessible et pourtant, quand tu vois des jeux comme ça, tu peux te dire que tu vas pas y arriver tout de suite et c'est normal, ça demande du travail et des compétences, on est d'accord. En revanche, moi, ce que je voudrais, c'est que justement, vu que ça reste un média accessible, le jeu de société, c'est qu'on puisse s'en emparer, que les joueurs et joueuses puissent s'en emparer. Moi, je voudrais qu'ils essaiment des jeux justement en dehors du milieu professionnel. Okay. Je voudrais qu'ils sortent des jeux de gens qui ne font pas des jeux d'habitude. Des gens qui ont envie de parler de leur vie, des gens qui ont envie de parler de leur vision du monde. Et plutôt que d'écrire un livre... qu'ils puissent en faire... Voilà, exactement. Pourquoi pas en faire un jeu voilà, des gens, mais des individus ou des groupes. Je veux dire, à un moment, je parle de la conscientisation par la création de jeux. Je veux dire, il y a des tas de jeux qui essaient de te vulgariser, de te sensibiliser à des causes, de te conscientiser de ton capacité sur des sujets, etc. Je dis à la fin que peut-être la création de jeux est une des formes les plus incapacitantes d'utilisation du jeu. Pour toi-même te faire prendre conscience de ta condition par rapport à ta vie, certains sujets, que ce soit politique, individuel, même métaphysique, etc. La création de jeu peut être une façon d'essayer de synthétiser le monde, de le résumer, de se l'approprier, qui est excellente et qui en fait, qui est pas un média, qui est pas l'écriture, qui est pas l'image, et qui est hyper, que tu peux partager avec d'autres, et donc qui est hyper social, donc politique, etc. En vrai, c'est un média qui est sous-exploité par les gens eux-mêmes. Et donc, si tu veux, moi, j'aimerais bien que les gens s'emparent de ce média-là pour faire des jeux à leur image, en fait. Mais pour faire des jeux qui seraient forcément imparfaits, que nous autres, vieux blasés du milieu du jeu d'édition, diront c'est des jeux nuls à chier, c'est des jeux de merde, etc. Mais... En tout cas, à défaut d'être audacieux ou à défaut d'être bon ou à défaut d'être vraiment original, il serait authentique et il serait sincère. Et si tu veux, ça en soi, ça a une valeur qui est absolument incroyable. À défaut de produire des bons jeux, au sens où on l'entend actuellement, ça produirait des jeux qui auraient eu déjà leur valeur par le fait qu'ils auraient été créés par des gens qui, à la base, ne sont pas des auteurs ou des autrices et qui s'emparent du jeu pour dire quelque chose, mais de le dire pas forcément par le biais des boutiques ou d'un jeu édité, par le dire à leurs proches. Tu vois, il y a plein de jeux qui sont nés comme ça, je veux dire, voilà. The Endgame ou d'autres. Et donc, si tu veux, ou le dire à leurs proches, le dire au niveau local, etc. Et donc, peut-être qu'il y aurait plein de jeux qui pourraient advenir, qui seraient des jeux moches, qui seraient des jeux peut-être mal foutus, mal équilibrés, etc., qui seraient par contre vraiment sincères et authentiques dans leurs propos, et qui auraient leur raison d'être pour ça. Et par ailleurs, aussi, il y aurait peut-être aussi des jeux expérimentaux qui pourraient advenir,
qui pourrait essayer d'être non fonctionnel, poétique, qui aurait une prise de position politique, esthétique, qui en ferait des jeux qu'on considérait actuellement comme des jeux qui ne sont pas bons. Okay. Dans le sens où, il m'a pas procuré une expérience de computation satisfaisante, j'ai pas eu assez de contrôle, assez de choix, assez de rebondissement, blablabla, assez de gratification, de positif, machin. Ok, très bien, super. Mais pourquoi pas, en fait? Mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, ces jeux, quand ils jouent, ce serait pas du tout les mêmes sensations que quand tu joues à un Wallace ou je sais pas quoi, puisqu'on en parlait. Mais tu verrais quelque chose de très différent, sachant d'une part que ça a été créé par quelqu'un qui est pas du milieu. Et puis aussi parce que peut-être, en fait, oui, on pourrait être surpris parce qu'il dit quelque chose de très cru, très... Là, actuellement, quand je vois des gens qui sont pas du milieu du jeu d'édition créer des jeux, souvent, c'est des jeux de parcours avec des questions ou des trucs... parce qu'en fait, ils reproduisent des mécaniques pas ouf. Mais parce qu'on a une acception du jeu de société qui est très limitée. Le jeu de société contemporain reste encore très peu partagé malgré l'image qu'on en a. 94% des Français n'ont jamais joué à Dixit, faut le savoir. C'est dans une étude de 2017, ça a été dit. Donc, faut vraiment relativiser l'impact de notre média jeu de société moderne. Parfois, on se monte un peu le bourrichon sur l'impact. Voilà, c'est ça, exactement. Plus beau qu'on est, donc, et en vrai, c'est ça. T'as envie de dire non, dans la vraie vie, tout le monde s'en fout. Voilà, c'est ça. Voilà. Pardon. C'est ça. Et mon livre, d'ailleurs, tout le monde va peut-être. Tout le monde s'en bat les steaks. Voilà, c'est ça. Ce mot, bref. Voilà. Est-ce que ça a donné envie d'écrire un autre livre? En vrai, j'ai déjà dit. En fait, j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire, mais ça a été l'aboutissement de 3, 4, 5 ans de réflexion, ou même plus, que j'ai mis dans ce livre. Donc, c'était déjà quelque chose. Et j'avoue, quand j'ai fini, j'ai eu une satisfaction. J'ai surtout mis mon cerveau dans une boîte et j'ai dit je te touche plus pendant un certain temps parce que t'as eu très mal. D'accord. Mais non. En revanche, là, il se trouve que je vais avoir à pondre un mémoire cette année parce que tu reprends des études. Je reprends des études. Enfin voilà, ça m'intéresse et tout ça. Mais en vrai, non. Alors, je sais pas si je vais écrire un autre livre, j'en sais foutrement pas. J'en sais rien. C'est pas inenvisageable, finalement. C'est pas inenvisageable, mais en vrai, je m'en fous. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que, si tu veux, le fait d'avoir écrit ce livre, ça m'a donné envie de poursuivre d'autres formes de recherche. Est-ce qu'on peut dire que, autant dans le monde anglophone, on a beaucoup plus d'ouvrages. Dans le monde francophone, on n'a pas tant de sources que ça, récentes en tout cas. Ah non, mais c'est évident. Enfin, tu vois, on voit les bouquins dont on parlait, que ce soit le livre des ouvrages de Mary Flanagan. On n'en a pas assez parlé d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ouais, on n'en parlera jamais assez, mais ou l'ouvrage de Amabel Hollande et tout. C'est des ouvrages qui ne sont pas disponibles en français. Et c'est un vrai problème. Qui sont, a priori, enfin, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, pas traduits. Et on n'a pas d'équivalent. En fait, on a là ton livre sort, mais mis à part ça, on n'a pas d'équivalent en français. Et c'est un peu dommageable. Donc, est-ce que tu as aussi envie de continuer à explorer ça, toi? En fait, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le bouquin, c'est parce que je savais et je me doutais que ces livres ne seraient jamais traduits en français. Alors, l'avenir le dira, j'en sais rien. Mais on verra. Moi, j'y crois. Mais je suis parti du principe que non, et je voulais pouvoir transmettre tout ce que moi j'ai lu là-bas en disant, regardez, c'est génial ce qui se dit et ce qui se fait. En fait, il y a vraiment quelque chose à prendre là-dedans, d'une part, et d'autre part. En fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a quand même, malgré les publications, même dans les publications anglophones, il y a des choses qui ne sont pas encore faites. Oui. On parlait d'herméneutique tout à l'heure, d'Umberto Eco, etc. Si tu essaies de bâtir une grille d'analyse, une grille d'interprétation du jeu de société, de la même manière que ça a été fait pour le cinéma ou la littérature, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et en vrai, il y a des vrais travaux de recherche à effectuer là-dessus. Moi, ça m'intéresse. Je sais pas si je vais me lancer là-dedans. Je vais voir. Mais why not? Je suis pas forcément le plus pertinent non plus pour le faire. Encore une fois, je suis pas un universitaire. Moi, si je le faisais, je poserais des bases. Mais j'espère que d'autres gens qui sont plus compétents que moi le feraient. Vraiment. Okay. Mais je pense que c'est quelque chose qui reste à faire. Après, je pense malgré tout que c'est un truc qui se construit vraiment culturellement au sein d'un écosystème culturel, donc par la critique, les joueurs, les jeux, etc. Pas sur les épaules forcément d'une seule personne. Non, mais par contre, je pense qu'avoir des ouvrages comme celui-là ou comme d'autres, enfin, ou comme ceux qui restent à écrire, sur lesquels s'appuyer. Parce que quand on construit à partir de rien, et en vrai, c'est un petit peu ce que j'ai fait, même s'il n'y avait pas rien, encore une fois, il y a les ouvrages de Flanagan et tout, mais il n'y a pas d'herméneutique qui est donnée. Donc tu bâtis tes propres interprétations dans un contexte culturel qui est le tien, par rapport, etc. S'il y avait les mêmes bouquins que Eco a écrit par rapport à la littérature, mais appliqués aux jeux de société, c'est-à-dire qu'on puisse parler des mécaniques de jeu, de l'agentivité des joueurs, de la relation sociale, des joueurs. Des ouvrages un peu plus analytiques, en fait. Oui, mais qui traitent pas seulement du game design sous l'angle de la pédagogie ou de la ludopédagogie. Le sens, souvent, la difficulté du game design, c'est que ça va être très vu d'une vision très technique. Bah oui. Et en fait, nous, on voudrait quelque chose qui soit technique. Littéraire. Pardon. Ouais, et un peu aussi qui soit plus que
traiter les choses de façon technique. En Ben fait, oui. c'est ça qu'on attendrait. On attend une interprétation culturelle. Ouais, exactement. On est en pleine guerre de Mais sens, en fait, culturel au sens vraiment pluridisciplinaire de ce que peut être la culture. Tout à fait, quoi. on est d'accord. Ouais. C'est ça c'est ça qu'on voudrait. Et c'est forcément réalité. flottant en fait, parce que quand tu dis interdisciplinaire, pluridisciplinaire, c'est vrai. Bah, en fait, ça ferait appel à la psychologie, l'histoire, la sociologie, mais bien sûr. Ouais, tout à fait, et ça, ce serait vraiment intéressant. Etc., la philo. Mais oui, alors on et est... même l'économie en fait. Il y a bien beaucoup sûr. d'aspects en fait. Mais si tu veux, quand Bruno Felluti sollicite son passif de prof d'éco dans son article Les jeux et l'argent, c'est hyper intéressant. Bon, voilà, il y aurait plein d'articles, plein de choses à faire. Il y en a des gens qui le font, toi et d'autres. Moi, j'essaie de le faire dans mon bouquin. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont beaucoup plus de gens doivent s'emparer. Pas pour intellectualiser un média, forcément pour le principe de l'être. Pour le principe de l'être, mais juste pour aussi créer des ressources en fait. En fait, c'est pour lui faire acquérir une forme de maturité culturelle. Qui justifiera aussi qu'on en reconnaisse comme objet culturel. Entre autres, mais bien sûr. Mais parce qu'en fait, l'enjeu aussi, il est aussi là indirectement et à moyen terme. Le jeu, c'est ce qu'on en fait, c'est comment on le regarde. En vrai, je vais pas redire ce que je pense des définitions de jeu, mais le jeu, c'est ce qu'on en fait. Et c'est avant tout, et Brian Sutton-Smith dans c'est pas que l'objet, c'est la façon dont on le regarde et dans les différents dans l'histoire en fait, il y a eu différentes façons de percevoir le jeu et actuellement on en a une qui prévaut. Je pense qu'il faut en revenir un peu, il faut la dépasser et il faut ouvrir notre conception du jeu et produire surtout des jeux qui sont différents pour montrer que ça peut être autre chose. Il faut aussi en parler différemment pour montrer qu'on peut le regarder différemment. Et avec tout ça, j'espère que finalement le jeu de société, ce sera autre chose que juste des jeux de placement d'ouvriers, des jeux de cartes mignons, des jeux de cartes colorées, enfin des jeux colorés, jolie boîte de jeux. Qui sont tous très jolis et qui sont peut-être très agréables à jouer par ailleurs. C'est pas la question. Pour moi, il y aurait vraiment d'autres choses à faire avec ce média-là qui a un potentiel et une ouverture qui sont incroyables et qu'on sous-estime complètement et en fait, on enferme le jeu de société dans cette formule qui est ce n'est qu'un jeu, qui est beaucoup trop restrictif, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Henri Camarec. Mais je t'en prie, c'était un plaisir. Bon, on n'a pas parlé d'un tiers de ton bouquin. Non. Mais... On a digressé, mais parce qu'en fait, je dis plein de choses. Je parle de plein de choses. Non, mais parce qu'après, il fallait faire des focus, on le savait. Oui. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. On rappelle, donc, le titre du livre, c'est Ce n'est qu'un jeu. Oui. Qui est sorti donc fin octobre aux éditions... Du commun, les éditions du commun. Voilà. Et donc, a priori, 31 octobre. On peut le commander en ligne. Alors, en librairie, c'est évident, c'est mieux. Voilà. Et sinon, chez les ludicaires, il est distribué par nos ludis. Donc, demandez à votre ludicaire d'en mettre dans sa boutique, de le commander pour l'acheter après. Voilà. Et à toute votre famille pour Noël. Et ce sera super. Après, c'est pas dit que tout le monde le lise, mais c'est pas grave, vous l'aurez acheté. Non, mais ne dis pas ça. Hein. Non, mais j'espère que des gens vont le lire. En vrai, c'est compliqué parce que c'est des sujets ardus. Je pour l'occasion quand j'aurai mon exemplaire. Non, mais c'est un livre, c'est des sujets de niche, etc. C'est peut-être pas facile à lire et pourtant j'ai fait l'effort d'être accessible. Je comprends que ça intéresse pas tout le monde, mais arrête de dire ça, voyons. Ça intéresse. En vrai, quand on est joueur et joueur, ça doit nous intéresser. Je l'espère. Écoute, on verra. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis écoute, je t'attends pour le prochain bouquin. Ok, on en reparlera. Salut. Salut. Cette interview, enregistrée en présentiel à Vichy le 13 septembre 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram, sur le compte de Paul Gara, et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.